Bonjour, bonsoir chers auditeurs. Que vous nous écoutiez au cœur de la nuit à cause d'une insomnie, au petit matin ou dans votre voiture en rentrant du travail, je n'ai que peu de temps pour vous convaincre et vous persuader d'écouter cet entretien jusqu'au bout. Un peu comme ces accroches publicitaires où on n'a que 5 secondes pour que le spectateur ne clique pas sur ignorer l'annonce et pour accrocher le chaland. Alors que vous dirais-je, chers auditeurs, pour que vous nous zappiez à la vue de la durée de cette entrevue et que vous nous zappiez vers une vidéo de Papacito, de Raptor ou du Lapin Taquin. Nous sommes dans le salon de Romain Guérin, l'auteur du journal d'Anne-France. Jean Raspail a qualifié ce roman de chef-d'œuvre. Même si nous n'avons pas la culture littéraire pour pouvoir mettre nos mots dans ceux de l'auteur du Camp des Saints, en refermant le livre, après en avoir lu les derniers caractères, nous avons eu le sentiment d'être un peu privilégiés. Sentiment un peu romantique, un peu hipster aussi, ne nous mentons pas, d'avoir été parmi les premiers à avoir lu un roman qui pourrait bien faire date dans l'histoire de la littérature française. Alors imaginez-nous en ce moment, nous sommes chez Romain Guérin qui nous a accueillis chez lui, nous a chaleureusement conviés à sa table avec une grande simplicité, ce qui en dit autant sur lui que sur son roman. Et maintenant, nous avons la possibilité de lui poser toutes nos questions, comme à un héritier de Chateaubriand, de Lamartine, Bernanos ou Peggy, Baudelaire, Rebatté ou Zola. Un Zola facho, comme dirait sans doute de tristes cires sans talent. Romain Guérin n'a donné que peu d'entrevues jusqu'ici, alors chers auditeurs, que vous ayez lu ou pas ce journal, installez-vous confortablement et prenez le temps pour écouter ces mots. Vous êtes des hipsters comme nous, ne vous mentez pas à vous-même. Vous voulez pouvoir dire « je faisais partie des premiers » à avoir écouté notre interlocuteur sur les ondes. Vie, amour, histoire, littérature, religion et les secrets d'Anne-France, vous saurez tout et presque rien de ce qui vogue dans l'esprit de Romain Guérin. Chers auditeurs, vous allez être témoins d'une entrevue mythique. Ne zappez pas. Ici Perceval Le Lorrain et François-Xavier Consoli. Vous êtes à l'écoute de Radio Lorraine Enragée. On dirait un vendeur de jeans à une jambe, quoi. Ah, tu promets tu vends du rêve, hein. Tu vends du rêve. Merci pour votre invitation. Je rebondis un petit peu. Bon, déjà, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu toutes les références, chef-d'œuvre, machin, mais c'est vrai que bon, Jean Raspail étant considéré comme une référence, il a dit que mon livre était un chef-d'œuvre. Alors, j'essaye d'oublier tous les matins quand je vais à l'usine, parce que bon, je me dis merde, il y a des gens qui font des chefs-d'œuvre quand même. C'est comme Delesquin qui m'avait dit oui, j'ai 2 livres que j'ai aimés dans ma vie, un de Balzac et Jonathan d'Anne-France, en gros, et que le mec. Alors qui, je pense, pourrait faire en sorte d'améliorer un peu mon quotidien, ne le fait pas. Enfin bref, c'est autre chose. Tu as parlé d'insomnie et ça me fait penser à Louis-Ferdinand Céline qui disait que s'il n'avait pas été insomniaque, il n'aurait jamais été romancier. Ce qui est un peu vrai pour des gens qui créent. Mais ce que j'aimais pas chez Louis-Ferdinand, c'est quand il était... interviewé, il disait mais moi j'écris des bouquins pour payer mes traites. Tu sais ce qu'on appelait les traites, c'était les loyers en fait à l'époque. Ouais. Et j'avais toujours trouvé qu'il y avait un peu de mauvaise foi là-dedans, quoi. Oui, je pense que c'était vrai. Du terme, ouais. C'était vrai, mais sans arrêt il revient à quelque chose de tu sais très très noir, très 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 Zola, quoi. Genre en gros moi j'écris parce que je devais payer mon loyer. Je suis un prolo. Bon, le mec était médecin. Peut-être que ça a été vrai parce qu'il y a beaucoup de livres de Céline, parlons-en, on parle de littérature, que je trouve très mauvais. Pour moi, Louis Ferdinand, c'est Voyage au bout de la nuit qui est un chef-d'œuvre absolu. On parle pas d'idéologie, mais il faudrait que je le relise d'ailleurs parce que ça a été un de mes rares... Je crois que c'est la première fois que j'ai eu une expérience esthétique, tu vois. Ouais. Dans les livres, on en parle, etc. Et je me suis arrêté. C'était une description, je me rappelle plus, je crois, de New York. Il faudrait que je le relise. Je suis arrêté, quoi, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré de beauté. J'ai fait, mais c'est pas possible. Il y a un rythme, il y a quelque chose. Et la seule autre fois que je l'ai eu, c'était souvent en musique. Alors, Mozart, Beethoven, où à un moment donné, tu t'arrêtes, t'as de l'eau qui coule des yeux, tu sais pas pourquoi. Et en peinture, ça me l'a fait sur... Rembrandt, je crois, je pourrais pas te dire le tableau, et putain, c'est un anglais impressionniste, Turner, ouais, ça me l'a fait, voilà. Et c'est rare parce que là on parle vraiment, on parle pas de t'as lu un truc, etc. C'est que vraiment là il y a eu un truc que tu ne comprends pas. Donc voilà, c'était vu que ouais, physique, même métaphysique, c'est-à-dire que tu lis, tu pleures.
Parce que des fois, moi, je sais pas, j'ai lu Molière, j'ai eu plein de choses, mais là, c'était vraiment. Et ça a été sur Céline, c'est pour ça que je conserve de Céline. Au-delà de ces pamphlets qui m'ont fait beaucoup rigoler, mort de rire, au-delà de leur contenu, c'est autre chose. Mais j'avoue qu'après, dès que j'ai. Après Voyage au bout de la nuit, il y a eu son autre qui est l'avant, je sais plus comment ça s'appelle. L'église. Non, il revient dans sa prime jeunesse, là, Mort à crédit. Crédit. Déjà un peu moins bien, et puis dès que j'ouvrais après le reste, franchement, je trouvais que Céline, pour le coup, est très surcotée. Voyage au bout de la nuit est un chef-d'œuvre évident. Je rappelle aux éditeurs pour leur dire à quel point on vit dans un autre monde. Céline a apporté Voyage au bout de la nuit en brouette, son manuscrit, c'est-à-dire que Céline écrivait évidemment à la main, et imaginez à la main ce que représente 400 pages. Il l'a amené dans une brouette, je crois Gallimard, ou Gallimard. Voilà. Donc imaginez ça, imaginez Romain Guérin. Qui ne lui en a pas voulu d'ailleurs. Ouais, mais enfin, qui a fini par le lire. Qui a fini par le lire, mais il n'en a pas voulu. Parce que il a été édité, il a été édité quand même par une bonne maison d'édition. Imaginez Romain Guérin, n'importe quel Pékin, avec une brouette. Comment il pourrait être reçu dans les maisons d'édition. Voilà, c'était notre époque, mais en tout cas, ce livre est un chef-d'œuvre évident. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc, dans la jeunesse du journal d'Anne France, tu commences dans une préface un avertissement en disant voilà, on a retrouvé un journal véridique chez une vieille dame qui est morte toute seule dans son appartement à Mâcon. Et il est évident dès les premières pages que Anne France est finalement un peu l'allégorie, l'incarnation de l'âme d'une France qu'on a oubliée, parquée dans un grenier, et qui est morte, mais qui suggère encore la vie. Exactement. On voit un peu finalement, tout au long de ce roman, un peu l'histoire de la France qui vit une sorte de passion. Tu dis notamment... tu décris qu'Anne France a des cheveux blancs semblables à de longues et minces épines, et que le Christ est sur le point de se mettre à genoux devant cette fillette fanée afin de lui baiser les pieds. Alors finalement, pour incarner ce... C'est joli, hein, fillette fanée. Ouais, tu l'as jamais oublié. J'ai beaucoup aimé en lisant aussi. Finalement, le mec qui jette des fleurs. Bon, il faut un peu aussi. Ouais, si, c'est comme on dit, hein, si tu le fais pas toi-même, il faut pas attendre. Hein. Alors finalement, pourquoi avoir choisi une femme pour incarner un peu ce destin christique de la France, cette véritable passion, ce chemin de croix de notre patrie? C'est une bonne question. Pourquoi j'ai choisi une femme? Je sais pas. Je pense que Journal d'Anne France a été vraiment mon premier roman que j'ai mené à son terme, parce que des fois on oublie, mais des fois je tombe dans mon PC... je vois, ah merde, c'est quoi ce fichier? Ah putain, merde, j'avais essayé de faire un roman, bon, j'avais écrit 10 pages, etc. Et je pense que là, il y a eu une forme d'alignement des planètes, et ça a pris à ce moment-là. J'avoue que j'ai toujours été sensible à la détresse, alors pas des boomers, hein, parce que finalement, il y a beaucoup de gens un peu de droite qui vont dire, mais Romain, qu'est-ce que tu t'en fous des vieux? Parce que sociologiquement, c'est eux qui nous pourrissent la vie, et c'est clair. Donc c'est pas du tout ça le truc, mais... comme tu as dit, à partir du moment où je voulais incarner la France, pour moi, la France, c'est féminin et c'est vieux, quoi. En fait, je crois que ça s'est fait comme ça, quoi. C'est-à-dire que, de toute évidence, au départ, je voulais faire parler la France, comme j'ai dit, le terme, un peu le truc, c'est prosopopée, enfin, bref. Et donc, la France, pour moi, peut-être que si... la France s'appelait Le France, j'aurais pris un homme, mais la France, pour moi, c'était féminin, et donc c'était vieux. Donc j'ai... de façon assez naturelle, ce qui a été finalement le saut créateur. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai écrit, j'avais 28 ans, j'étais un jeune homme. Bon, j'ai essayé de faire parler une vieille dame, quoi. Donc, tout simplement. Voilà, mais disons que voilà, ça se faisait par définition. Tu veux faire parler la France, c'est une femme. J'avoue qu'à la limite, c'est une bonne question, parce que d'une certaine façon, c'était venu naturellement, quoi. Pour moi, évidemment, ça allait être une vieille dame, en fait, quoi. Il y a déjà une notion d'héritage, en fait, dans tout ça, si je comprends bien. C'est une notion de filiation. Tu parles, je pense que la notion d'enracinement est très chère.
Donc tout ça, oui, mais ça c'est venu après. C'est-à-dire que là, on parle de personnages, mais même en fait, en termes de forme, il faut pas se voiler la face. C'est que j'ai voulu faire le journal d'Anne Frank, mais que je n'ai pas lu. C'est-à-dire qu'en fait, quand je te dis l'alignement des planètes, c'est que ça faisait très longtemps dans ma tête où je cherchais la bonne formule pour commencer enfin un vrai roman en prose. J'avais déjà fait tout mon œuvre poétique déjà à l'époque, et comme je l'ai raconté, je crois dans une autre entrevue. À l'époque, j'étais à Lyon en colocation avec mon petit frère et on faisait une forme de cérémonie, ce dont je serais plus capable aujourd'hui, mais pour le faire marrer, lui il regardait BFM et voilà, et je le faisais rigoler par mes. Je suis un très bon commentateur en fait, si tu veux, tu vois, avec un petit verre dans le nez, je peux faire marrer les gens. Et là, je sais plus, énième chouinerie de la indécente quoi, et je dis bah pourquoi pas, d'Anne France quoi, tu vois. Et, et en fait, c'est parti du titre, en fait. J'ai dit, je vais faire le Journal d'Anne France, carrément, quoi. Le titre est excellent. Et au départ, c'était même parti sur un truc un peu pamphlet, tu vois. Mais j'ai vu que ça correspondait pas. Une vieille dame, elle pouvait pas avoir les mots de Romain. Que les mots de Romain, vous le verrez, ce sera dans le prochain roman que je vous ai montré, là, l'épreuve. Il sortira dans les mois à venir, les années à venir. Là, c'est Romain. Là, il fallait que je fasse par une vieille dame. Donc, il fallait pas que ça soit trop truculent, trop pamphlétaire. Et donc, c'est là où vraiment, quand la démarche artistique s'est mise en œuvre, c'est-à-dire que je me suis mis un peu dans la psychologie d'une vieille dame, rendu effectivement, facilité, je veux dire, par le fait que je suis un vieux ringard. Même à 28 ans, par rapport, on va dire, aux Français moyens présentés, j'étais déjà un vieux ringard. Donc, c'est venu comme ça s'explique pas. Enfin, en fait, il faudrait une émission de 3 heures pour que je voie comment tout ça s'est fait. Mais comme je vous ai dit, alignement des planètes, quoi. À un moment donné, c'était une évidence. Et une fois que je me suis mis sur la table, à l'époque, je faisais un doctorat et j'étais en même temps pion d'internat. Pendant 3 mois, j'ai pas dormi, quoi. Enfin, j'ai fait que ça, quoi. Donc l'insomnie a du bon, en fait. L'insomnie a du bon, là. C'est sûr. Et d'ailleurs, les meilleures idées, tu les as souvent le soir, mais après, c'est une fausse idée. En vieillissant, tu te rends compte que c'est le matin. C'est en fait, le matin et en marchant. Tu sais qu'Aristote a fait une secte, entre guillemets, au bon sens du terme, qui s'appelle les péripatéticiens. On a appelé les putes comme ça après, mais c'était parce qu'ils marchaient. En marchant, en courant, et souvent le matin. Moi, c'est vrai que le soir, quand t'es jeune, t'as l'impression que c'est le soir, parce que tu vas boire un peu, etc. Mais moi, quand je me lève le matin, putain, en fait, j'ai plein d'idées. C'est juste que je manque de volonté, on va dire. Si j'étais vraiment l'homme que je voudrais être, je commence le boulot à 7h, il faut que je me lève à 4h pour écrire 2 heures tous les jours. Mais j'y arrive pas encore. Comme un moine. Comme un moine. Le narrateur dit au début, donc c'est un ami pompier qui a retrouvé le corps de la vieille femme et qui lui donne avec une flamme palpable le journal le manuscrit, il l'imprime comme ça sur le truc, quoi. Et le narrateur dit, ça a fait l'effet sur moi d'un feu d'outre-tombe venu réchauffer mon âme glacée par le désœuvrement. Est-ce que tu t'es découvert français justement d'une certaine manière? Comment en fait tu t'es découvert français? C'est quoi qui a allumé la flamme en toi? Est-ce que tu t'es senti français en fait de ton plus jeune âge, ton père ou ta mère t'a transmis cet amour de la France, ou est-ce que il y a eu un intérêt pour l'histoire qui est venu? Est-ce qu'il y a un événement historique qui t'ont fait un peu découvrir ce feu bouillonnant de l'âme française? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question parce que finalement, en fait, un peuple saint ne devrait pas se poser la question. Il est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets la réflexion, il y a déjà. C'est déjà la réflexion, c'est. En fait, je pense que c'est les cadavres qui réfléchissent. Les gens vivent. Ils ne réfléchissent pas, ils vivent. Et effectivement, les Français sont obligés aujourd'hui de se demander qui ils sont. Mais moi, c'est pas passé par la réflexion, c'est passé par. C'était négatif déjà, c'est-à-dire que on me présentait des gens français et je voulais pas tellement d'affinité avec eux, et ça a été après beaucoup plus de la sensualité, c'est-à-dire que moi je suis français beaucoup plus par le saucisson que par Bainville en fait, quoi, tu vois. J'ai pas une que par l'intellect. Ouais, et parce que ça peut paraître idiot, mais je suis français parce que j'ai un amour illimité pour la charcuterie, qui pour moi est pas juste de la bouffe, mais un art de vivre et
Un art de faire aussi. Un art de faire, c'est-à-dire qu'il y a des artisans derrière, il y a un génie, et même un art de produire, c'est-à-dire que quand tu manges du saucisson, tu encourages les gens qui le font, tu encourages les agriculteurs, etc. Enfin, tout ça est beaucoup plus compliqué que saucisson, pinard, enfin, tu vois. Il y a un amour de l'ivresse, il y a un amour de... Ouais, c'est passé par la gastronomie, on va dire, par un art de vivre, et essentiellement par la littérature aussi. Mais tout ça est très couplé, quoi. C'est-à-dire que quand tu lis Rabelais, quand tu vas lire Céline, quand tu vas lire Rebatté, quand tu vas lire Balzac, euh, tout ça est très concret, tu vois. Moi, j'ai pas eu l'amour de la France parce que, comme je t'ai dit, j'ai lu Bainville. Bainville, j'ai lu après pour me donner un peu de consistance. Mais pour moi, quand la France, c'est assez simple. C'est un petit village perché avec un clocher, avec son boulanger, avec son charcutier. Voilà, enfin, pour moi, c'est ça, quoi. Tu parlais des auteurs qui t'ont inspiré. Vraiment, est-ce que tu pourrais nous dire celui qui t'a vraiment marqué en premier? C'est pas poli, les mecs, mais je finis. Je vois que vous avez pas fini la bouteille. Vas-y. Allez, hop, une fille dans l'année. Donc les auteurs... Alors vraiment, justement, là, alors, ce ne sera pas comme dans une émission précédente qu'on a fait ensemble, les 5 auteurs préférés, mais vraiment, s'il y en avait un où tu te dis, bah, c'est mon acte de naissance dans la littérature, vraiment celui qui t'a donné la première émotion littéraire. C'est dur à dire, hein, parce que comme je te disais, bon, tu fais référence, voilà, vu que tu l'as dit, en fait, à l'émission sur Fugue. En fait, des fois, tu peux aimer tout un album, et des fois, une chanson peut aussi te bouleverser. En littérature, ça peut être pareil, c'est-à-dire que tu peux lire un livre d'un type qui t'a bouleversé, puis le reste moins, et puis voilà. Moi, les auteurs qui vraiment m'ont... je vais en oublier, c'est évident, mais chronologiquement, Verlaine. Les poésies de Verlaine, ça c'est que j'achetais voilà, chez le bouquiniste à un bal. Avant, c'est marrant parce que j'ai jamais été un grand lecteur, mais toute ma famille était des grands lecteurs de romans, de BD, et moi, ma mère me disait faut que tu lises, je comprenais pas parce qu'en plus moi je suis un migraineux, etc. Et donc j'aimais si tu veux, avoir plusieurs livres, c'est-à-dire que Verlaine, j'aimais acheter plusieurs de ces petits livres à 1 €. Et là où j'ai vu qu'après je commençais à évoluer dans ma façon de lire, c'est que je préfère acheter les œuvres complètes, tu vois. Alors qu'avant, une œuvre complète, c'était un livre. Donc c'était pas beaucoup, tu vois. Je préfère avoir plein de petits livres. Mais j'ai commencé... ouais, enfin... De ce que je me souviens, les grands bouleversements littéraires, en fait, ça a commencé par la poésie. C'est pour ça que peut-être que j'ai fait de la poésie. Bon, après, je me mets à la prose. Mais effectivement, ça n'a pas commencé par un roman. Ça a commencé par des poètes. Ça a commencé par Verlaine qui m'a... Voilà, je sais pas, après Baudelaire, Fleur du Mal évidemment, mais c'est aussi ces petits poèmes en prose qui sont pour moi, enfin, tout Français devrait lire ça une fois tous les 2-3 ans. Le spleen de Paris est un petit français. Ouais, mais et en même temps, j'avais une démarche aussi philosophique. J'ai lu je me suis mis à 17 ans, par exemple, à lire tous les Voltaire, quoi. J'ai lu tout Voltaire. Moi, je me souviens plus de rien, mais je sais qu'à 17 ans, j'ai lu tout Voltaire, tu vois. Zadig, Candide, tout ce que tu veux, mais même des trucs pas connus, l'ingénu, machin, j'ai tout lu. J'aimais et je pense qu'on le retrouve en fait finalement. J'en parle jamais, mais pour moi, Anne France est un roman philosophique, quoi. Et en fait, j'ai été finalement inspiré par Voltaire, qui a fait que des romans philosophiques. C'est-à-dire qu'il y a une narration, mais avant tout, il y a un esprit. Et après, ben, ça a pu être... Barjavel m'a énormément bouleversé. Céline pour son voyage, le reste m'intéresse moins. Je vous ai parlé d'Henri Vincenot. Voilà. Mais chronologiquement, ça a été ça. Et je crois le livre qui m'a le plus bouleversé, c'est Les Pensées de Pascal. En fait, quoi. C'est le... Pour tout dire, j'ai fait une première S au lycée Lamartine à Mâcon. Il me faisait passer alors que j'avais 11 de moyenne. Moi, j'estimais que je méritais pas de passer, donc j'ai demandé le redoublement et je suis allé à l'internat parce qu'en fait, je partais en couille, je picolais tous les matins et tout. Et quand t'es à l'internat, en fait, des fois, t'as 6 heures d'études, tu vois. Et t'as une table et un mur devant toi, tu vois. Et t'as 6 heures. Alors, au bout d'une heure, tu te mets à faire tes devoirs. Parce que tu dis t'es obligé, tu vas passer du temps, et après ben, tu dis il faut que je lise, quoi. Et je me rappelle cette belle édition, il faudrait que
Malheureusement, je l'ai pas. C'est un livre de poche que mon père avait, tout fripé et tout. Il me l'avait filé. Va savoir pourquoi j'ai ouvert. Et pour moi, ça a été une. C'est ce qui m'a fait aimer la philosophie, ce qui m'avait fait aimer peut-être même la France, j'en sais rien. Mais les pensées de Pascal, je crois que ça a été le livre qui m'a le plus bouleversé au monde, quoi. Enfin, je relis tous les 2-3 ans, quoi. J'ai aimé, j'ai aimé les maximes en fait, quoi. Très court, beaucoup d'esprit, et puis non, mais moi je pense que tu vois, tu disais être français et tout. À un moment donné, moi je veux dire, un français, bien sûr, il peut être français. C'est un boulanger, il est mort, il a jamais lu les pensées de Pascal, d'accord. Moi je parle d'un français qui se prétend un peu littéraire. Si t'as pas eu les pensées de Pascal, bon bah t'es passé à côté, quoi. Non, mais t'as pas raté ta vie. T'as raté un moment. moment. Acheter les pensées de Pascal à 1 € histoire de... Faut vite le lire avant de mourir, franchement. C'est vrai que c'est pas une plaisanterie. Comme Nietzsche, je parle au niveau de la forme, comme c'est pas des penseurs à système, ils ont cette espèce de fulgurance à la fois philosophique et en même temps poétique. Tu parles de Nietzsche, mais Nietzsche, c'est qui ses références? Bah, oui, voilà. C'est Chamfort, c'est Pascal, qui est Pascal qui considère comme, pour lui c'est un génie un peu raté parce qu'il n'est pas au bout, mais pour Nietzsche, Pascal il est le plus grand génie de l'univers en fait, quoi. Et c'est Chamfort, c'est La Bruyère. Aussi, le caractère. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu les aphorismes de Nietzsche au niveau de la forme sans les Français, au niveau du fond sans Schopenhauer. Voilà. Mais moi, c'est ce que j'adore aussi. Et c'est Sioran, d'ailleurs, qui est un Français d'adoption. Et pour moi, il incarne l'esprit français comme jamais. C'est un des derniers. Moi, je vais essayer. J'ai un recueil d'aphorismes. Donc, pour ceux qui aiment ça, je vais appeler ça Missel du rebelle, mais je devrais appeler ça punchline si je vais en vendre, tu vois. Mais j'avoue que j'aime pas les anglicismes, mais je suis pas Papacito. Donc, mais je verrai. Le titre est pas choisi. Mais en tout cas, je pense que pour ceux qui aiment les aphorismes, j'ai quelques aphorismes de très très bon niveau, quoi. Parce que ça a été mon amour. J'ai commencé à aimer la littérature par bizarrement ça se recoupe, les choses très condensées. Donc soit le vers, soit l'aphorisme. C'est-à-dire quelque chose, tu vois, de très pertinent. Moi, en fait, j'ai été éveillé par ça. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas, je suis tombé sur une maxime de Pascal. Je fais putain, mais qu'est-ce que c'est beau cette phrase, qu'est-ce que c'est vrai, tu vois. Avant d'être amoureux d'un roman, par exemple. C'est avant tout une fulgurance d'esprit, quoi. L'esprit français, pour moi, c'est ça. C'est une flèche, quoi. D'accord. C'est pas l'esprit de système. Le système, c'est allemand. Pour moi, la France... Et d'ailleurs, c'est moins facile à tenir. Hein, parce qu'on... Ah oui, mais tu reposes sur... Ah, on sait pas. Ça repose sur un esprit, sur des fulgurances. C'est très Cyrano aussi. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, les Allemands peuvent faire rigole. Donc des systèmes ultra complexes, très chiadés. Descartes, pour moi, est dans ce sens-là beaucoup plus allemand que français, quoi. Bah justement, pour embrayer un peu sur plus, on va dire, les romans, Anne-France, elle, trouve une consolation dans la littérature. Elle dit « Je m'inventais des amours, des amis et des destins dans les grands chefs-d'œuvre de la littérature française ». Est-ce que, justement, la littérature, c'est un peu aussi, dans le monde dans lequel on vit, un peu comme un refuge, un échappatoire à la vie morne et triste? Est-ce que c'est un instrument de survie? Est-ce qu'elle enrichit la vie? Est-ce qu'elle permet de voir le beau dans le monde? Voilà, pour toi, la littérature, donc alors plus du coup, pour rebondir sur Anne-France, plus dans les romans, est-ce que c'est ça? Je sais pas, comme je te dis, moi, j'étais pas un grand lecteur, donc c'est-à-dire que c'est pour ça que je suis allé tout de suite par la philosophie, etc., c'est que je voulais pas perdre mon temps, quoi. C'est-à-dire que moi, un bouquin de 1000 pages, tu vois, je suis pas Bovary qui s'ennuie. Moi, je suis très grec. Je pense que d'aucuns vont appeler ça fasciste. Ils font ce qu'ils veulent, mais je crois à l'homme total, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est très marrant, en fait. Pour comprendre qui est Romain Guérin, il faut y voir son bulletin de terminale, en fait. Mon bulletin de terminale, je suis premier de ma classe en sport, en physique et en philosophie. Voilà, le reste, je suis un peu moins bon, quoi, tu vois. Et c'est rare d'avoir un mec qui a 19 ans en sport, parce qu'aujourd'hui, c'est très cloisonné. Genre, le mec, il fait du sport, donc il est un peu con, machin. Et malgré moi, j'avais toujours cette idée-là, parce que pour le coup, vu que j'ai pas eu de maître ou même de référence, pour moi, un homme accompli, c'était un homme qui mène sana in corpore sano. Alors ça, mon père me l'a toujours dit, pour le coup, c'est la phrase que j'ai, donc un esprit sain dans un corps sain. Donc pour moi, très tôt, je n'ai pas vu de dichotomie ou de contradiction entre le corps et l'esprit. Pour moi, ça allait avec.
Et par contre, j'ai eu très tôt la détestation de la spécialisation, tu vois. Mais intuitivement, tu vois. C'est après que j'ai vu le taylorisme, Maxin, etc. Mais pour moi, j'avais cette vision romantique de l'homme complet. Et ce qui fait que j'étais bien avec personne. C'est-à-dire que le gros fouteux, je le trouvais trop con. Mais en même temps, le mec qui avait un bac plus 8 en philo, je le trouvais trop chiant, quoi. Et c'était rare d'avoir en face de moi des hommes d'exception qui en même temps pouvaient faire un footing pendant 1 heure et demie, être très brillant en sport et puis avoir lu le discours de la méthode, quoi. J'ai pas rencontré beaucoup de personnes comme ça. Et pour aller dans ta question sur les romans, je sais pas, parce que euh, une fois de plus, je pense que tout esprit supérieur se nourrit des romans pour s'affirmer, pour se cultiver, mais le roman en tant que roman est un divertissement stérile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un mec qui lit que des romans, pour moi, c'est un mec qui regarde Netflix, c'est pareil. Il fuit, quoi. C'est pas parce que c'est un roman que c'est plus valable. Aujourd'hui, moi, je le regarde de loin, mais je sais qu'il y a des très bonnes séries. Enfin, moi, la dernière série qu'un ami m'avait conseillé, parce que je regardais pas, c'était le mec qui vend de la cam, là, Breaking Bad. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est-à-dire du début à la fin, il te tient en haleine, c'est super bien fait. Donc les mecs qui ont fait ça, peut-être à plusieurs, ça a une valeur. Mais maintenant, si moi, en tant que consommateur, j'ai beau me regarder des Breaking Bad toute la journée, ça reste du divertissement. Divertissement très pascalien, d'ailleurs, dans ses pensées, qui te dit, bah, le malheur de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à rester 10 minutes dans une chambre tout seul, quoi. Il faut qu'il se divertisse. Pour moi, c'est nécessaire quand tu as un esprit qui est, comment dirais-je, qui est avide. Bien sûr que tu vas passer par la littérature, mais c'est pas une fin en soi. Ça serait dommage aujourd'hui de se dire, je suis dans ma chambre, je lis Balzac, donc je suis français, quoi. Bah ouais, non. Il faut une incarnation. Il faut une incarnation. Ce qui manque aujourd'hui, et ce que moi, à mon petit niveau, j'essaye de faire, c'est que tu vois, tu parlais justement de Ventura, de Blier, etc. Il y avait des incarnations. Blier, il se rend même pas compte de ce qu'il incarne lui-même. Mais dans Blier, on voyait, je sais pas, la France, quoi. Dans Ventura, il y avait ce vieil oncle un peu bourru. Il y avait, tu parlais de Cyrano, il y avait tout ça. Quand on voit Ventura, on voit tout ça. On voit d'abord un homme debout, tu vois, un père de famille. Il incarne. Aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est pour ça et c'est une bonne nouvelle, d'une certaine façon, il y aura toujours une actualité dans l'art. C'est que des fois, quand t'es de droite, enfin quand t'es un peu pertinent, je me suis fait ces réflexions, je me suis dit, mais Romain, pourquoi t'écris, quoi? Tout le beau a été fait, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi t'écris Anne France, quoi? Je veux dire, les gens, ils ont autre chose à foutre. Il y a Rousseau, il y a Verlaine, etc. Mais parce qu'il faut que ça s'incarne. C'est-à-dire que c'est peut-être grâce à moi que des gens vont s'intéresser à Balzac. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'il faut que ça s'incarne. À un moment donné, grâce à moi, peut-être des gens qui vont se dire, Verlaine, c'est cool. C'est l'idée de Passeur. Il faut l'incarnation. Donc c'est pas qu'il y aura toujours des artistes. Et que même si en France, il faudrait 1000 vies pour lire, parce que quand t'es un peu curieux, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les classiques, c'est rien à côté de tout ce qui a été produit. Moi, j'en découvre encore tous les jours. Hein. Des mecs brillants, tu vois. Enfin bon, la France, c'est infini pour ça, quoi. Il y a un côté, il y a même une ivresse. On se dit, putain, merde, on a trop produit. C'est pas possible, quoi. D'avoir un si petit pays qui a fait autant de génie, c'est invraisemblable. Anne France parle aussi au début du journal, elle parle de sa lucidité, elle dit je suis lucide et cette lucidité me brûle les yeux. Et ensuite elle dit le privilège de l'amnésique étant d'oublier sa propre misère. Est-ce qu'aujourd'hui être lucide sur les temps que nous vivons, sur les temps qui courent, est-ce que c'est une malédiction ou est-ce que c'est une bénédiction ou un peu des deux? C'est toute une question de modération, c'est pareil, c'est-à-dire que à un moment donné l'homme n'est pas fait, tu sais, c'est un peu comme le mythe d'Atlas, là. L'homme n'est pas fait pour supporter le monde sur ses épaules, et c'est en ça que j'aime bien les discours religieux, créateur, c'est-à-dire que un homme, il peut être responsable de certaines choses, mais il peut pas se mettre dans la gueule au petit-déj, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui rend les gens, comment dire, c'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, les gens sont amenés à la dépression et au suicide. C'est-à-dire que toi, tu te lèves le matin. Je voyais, je ne sais plus qui a tweeté. Apparemment, il y a un mec, un Africain, avec sa fille, qui va peut-être se faire expulser. S'il se fait expulser, sa fille se fait exciser.
Mais normalement, on devrait en rire, quoi. En quoi je suis responsable de cette merde, quoi? En sachant que les excisions en France, elles ont explosé, tu vois. C'est sûrement à cause des Nancéens et puis des Alsaciens, j'imagine bien. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, t'as une sphère comment dire, où tu peux agir. Et c'est vrai que par les médias, on a tendance à se dire merde, tu vois, il y a une surdose, alors qu'en fait, un esprit normalement constitué, il peut aller, il y a lui, ce qui est déjà pas facile, sa famille, son village, et à la limite il s'arrête là, tu vois, le reste, tu vois. Et là, tous les matins, il entend que, et en plus nous on nous culpabilise parce que, une fois de plus, si elle est expulsée, ça va être de ma faute, quoi. C'est-à-dire que si cette nana elle se fait exciser, c'est de ma faute. De quoi on parle, quoi. L'excision, ça serait de la faute d'un mec comme moi, bourguignon depuis 2000 ans. Enfin, de quoi on parle? Donc je sais plus quelle était la question initiale. Ouais, être lucide. Bah non, en fait, être lucide, ça brûle les yeux, c'est le mythe de la caverne de Platon. Je pense qu'effectivement, et d'ailleurs Nietzsche en parle beaucoup, c'est-à-dire, et d'autres philosophes, c'est-à-dire que l'intérêt aussi de l'oubli, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut oublier. La transparence totale, c'est juste l'enfer, quoi. Tu vois, et même sur tes propres agissements. D'où le pardon. Le pardon, c'est quoi? C'est le pardon est à la morale ce que l'oubli est à l'intellect. Tu vois, à un moment donné, il faut effacer. Sinon, tu deviens taré. Et sauf que moi, je peux pas te répondre parce que c'est une question, c'est une dialectique, c'est une cuisine. Oui, il faut savoir, en même temps, il faut oublier. Alors, combien il faut oublier, combien il faut savoir, que j'en sais rien. Mais en fait, heureusement qu'on oublie, quoi, parce que sinon, on deviendrait fou. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a effectivement un problème de lucidité, c'est-à-dire que le français, il regarde pas les choses en face, mais il y a des choses qu'il faut qu'il oublie aussi, quoi. En fait, ce qu'il faudrait qu'il oublie, on lui met dans la gueule, et ce qu'il faudrait qu'il voit, on le fait oublier. Donc en fait, il faut remettre les choses à leur place. Pour ceux qui savent à peu près de quoi je parle, ils comprendront bien, quoi. C'est marrant que tu parles de la grâce de l'oubli, parce que j'en parlais avec un prêtre, les prêtres qui sont au confessionnal et qui voient se déverser le flot des péchés des gens, etc. Ils disent tous qu'il y a une grâce de l'oubli. Après une confession ou plus tard, eh ben, ils vont oublier ce qu'ils ont vu. Et c'est vrai que tu dis, bah, c'est par les médias que... Et donc effectivement, c'est par les médias qu'on voit ce qu'on ne devrait pas voir et qu'on se sent responsable de choses pour lesquelles on n'est pas responsable. Mais justement, je trouve que même dans nos milieux, même si c'est pas ce qu'il faut dire, mais on a justement cette espèce, quand même, dans une espèce de rivalité mimétique, la prétention de s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde, tu vois, à donner son avis sur tel truc géopolitique, etc. Ah, bah, ça... Et en fait, à se placer au-dessus du monde un peu comme Dieu et à se dire, ah ouais, attends, ça se passe comme ça là-bas, etc., depuis derrière son écran d'ordinateur. En fait, nous aussi, on est un peu des enfants du siècle, où même quand on a l'impression de voir ce qu'il faut voir et ce qu'on nous cache, bah, en fait, on a aussi cette prétention de vouloir tout voir. Il faut revenir, si tu veux, et de toute façon, les gens le font assez naturellement. Et le problème, c'est que la télé, c'est un truc de boomer, hein, qui va disparaître. Aujourd'hui, quand tu regardes l'âge moyen des gens qui regardent la télé, c'est 70 ans. Hein. Donc, il faut que les gens comprennent que la télé, c'est mort en termes de médias. Après, ça n'empêche pas qu'Internet, c'est pareil, c'est la même chose, c'est même pire. Mais on a, à cause des médias, à cause du progrès technique, on a connaissance de choses dont on ne devrait pas avoir connaissance, parce qu'on n'est pas à la mesure. C'est-à-dire que si tu veux, l'homme, ce que j'aimais chez Pascal, c'est le côté tragique de l'homme, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme n'est jamais résolu, est toujours en contradiction. C'est-à-dire qu'il y a un corps qui sent et il y a un esprit qui pense. Et l'esprit peut s'intéresser, et d'ailleurs c'est justement l'escroquerie du gauchisme, c'est-à-dire qu'en fait, l'esprit peut avoir la prétention de s'intéresser à tout, mais le corps ne peut pas subir tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc en fait, aujourd'hui, il faut se recentrer sur son quotidien. Et d'ailleurs, c'est le Jonathan France, quoi. C'est-à-dire, Jonathan France, c'est quoi? C'est que j'ai mis en incipit pour un combat à l'arme égale. Parce qu'aujourd'hui, on vit, on se bat avec des larmes, en fait. On se bat pas avec des balles. C'est à celui qui va crier le plus fort, celui qui va pleurer le plus fort. Et Jonathan France, c'est quoi? C'est, je dis aux Français, oui, pleurez, mais sur les vôtres, en fait. C'est tout.
Et le reste, sur vous, mais sur les vôtres. Pleurez et conservez vos larmes. Mais pour des gens qui vous sont proches. Voilà, c'est tout. Justement, pour revenir un peu à la préface, dans la préface, je ne sais plus, c'est l'avertissement, il est dit en gros qu'une bonne préface doit s'effacer derrière l'œuvre et pas devenir une espèce de Ouais, ça c'est mon côté. J'ai tellement lu d'essais à la con, il y avait des mecs qui faisaient des. Ou même sur Balzac, le mec, tu veux lire le Père Goriot, il te fait une préface de 40 pages, tu vois, calme-toi. Et justement, pour revenir un peu sur le rôle de l'auteur, là, est-ce que comme pour une préface, l'auteur doit s'effacer derrière son œuvre, un peu comme au Moyen-Âge, en fait, où on ne connaissait pas le nom de ceux qui faisaient les cathédrales, de ceux qui écrivaient de beaux poèmes, ou est-ce qu'au contraire, il doit mettre beaucoup de lui-même, un peu comme un romantique, dans son œuvre? De toute façon, les gens ont toujours mis d'eux-mêmes, mais il y a on en est arrivé avec l'art contemporain à justement l'art contemporain d'ailleurs qui a, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quasiment un siècle. Hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est plus très contemporain. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'autre il met son urinoir du champ, ça fait quasiment un siècle. Non, il faut se réveiller. Hein. Donc, en fait, 1917, donc, oui, ça fait un siècle. C'est-à-dire que ça fait un siècle l'art contemporain. Ça craint. Il y a effectivement une dialectique entre l'œuvre et l'auteur. Avant, on se préoccupait pas tellement de qui avait fait quoi, qui a fait le Parthénon, qui a fait. C'était l'œuvre qui triomphait. Il y avait quelque chose de même très objectif en fait. C'est-à-dire que je fais des mathématiques, je fais de l'architecture. Moi, je crois en fait que le dosage des deux est intéressant. C'est-à-dire que bon. Effectivement, tu me disais la chanson de Roland, qui c'est qui l'a écrit, finalement, en fait, on s'en fout. Mais il y a eu une époque, effectivement, où l'auteur, l'artiste, était complètement effacé par rapport à l'œuvre. À la limite, je préfère cet extrême-là. Il y a eu une époque, au contraire, ce qu'on peut appeler le romantisme, tout ça. Enfin, moi, j'aime pas trop ces catégories. Mais à la limite, l'époque, pour moi, où l'art a vraiment culminé, c'est le 18e siècle, tu vois, 18e, 19e, où tu as une œuvre qui est objective. Les Confessions de Rousseau, c'est une œuvre, c'est objectif. Mais en même temps, il y a Rousseau dedans, avec toute sa mauvaise foi, tout ce que tu veux, mais tu vois, il le met en tant que sa vérité d'homme, tu vois. L'impressionnisme aussi, on parlait de Turner, tu vois. Turner, c'est à un moment donné, je sais peindre, mais à un moment donné, je vais mettre tous les tourments de l'être dans l'œuvre. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est cette dialectique-là. Aujourd'hui, on en est à la négation totale de l'œuvre pour l'artiste. C'est-à-dire que Koons, aujourd'hui, tu vois, il est Koons parce que c'est Koons. Alors après, il peut te mettre un homard en plastique, ça n'a aucun problème. Et là, donc c'est de communication. C'est l'inverse terrible, parce que l'extrême inverse, l'autre, c'est on ne connaît pas l'auteur, mais il y a une œuvre. Bah, c'est très bien, il y a au moins une œuvre. Mais là, on connaît très bien l'auteur, mais il n'y a pas d'œuvre. Donc c'est ridicule, quoi. Donc en fait, il faut mais il y a toujours, enfin je veux dire, parce que quand on parlait du Parthénon, par exemple, etc., en quoi le mec a mis de lui-même? Il a forcément mis de lui-même. Après, il y a peut-être de lui-même en tant qu'être, tu vois. C'est un peu comme Platon quand il te dit l'âme est éternelle. Il parle pas de l'âme de Platon, il parle de ce qu'il y a d'éternel en lui, c'est-à-dire l'intelligence. Un mec qui fait le Parthénon, un mec qui fait une arène romaine, en quoi il met de lui-même? J'en sais rien, peut-être qu'il l'a mis dans les dorures, ce qu'il n'y a plus effectivement aujourd'hui, parce que les gens, quand ils voient un temple grec, il faut qu'ils comprennent qu'avant il y avait plein de couleurs, plein de fresques. Donc peut-être que dans la structure, il n'y avait pas de l'auteur, et peut-être que dans les fresques, il y avait un peu de fantaisie, tu vois. Ah bah c'est ça qu'on trouve dans les cathédrales d'ailleurs. Mais forcément, tu vois. Et dans les cathédrales, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, même dans les gothiques, on trouve ça un peu froid, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était un pôle de vie. Et puis, je vous encourage à regarder... non, je ne le dis pas, c'est dans le prochain, je le dis. C'est justement Henri Vincenot qui m'a dit comment regarder les églises, mais il y a des choses de malade, quoi. Par exemple, la cathédrale de Dijon, une gargouille, c'est une petite fille qui soulève sa jupe comme ça, qui est accroupie, et vu que l'eau passe, c'est comme si elle pissait, quoi. Bah, sur un truc catholique, je sais pas si tu vois le délire. J'invite tous les gens amoureux des églises à les regarder vraiment.
et à lever la tête. Et ils vont arrêter. Oui, à regarder vraiment, pas juste la croix, tout ce qu'il y a autour. Quoi. Et plus vous montez, et plus c'est extravagant. Quoi. Donc effectivement, il y a une implication dans l'histoire des arts. Si on devait faire un truc un peu chiant et tout, on ferait une dialectique entre comment le mec s'est impliqué, plus ou moins, etc. Mais et forcément. Parce qu'en fait, ce qui est drôle là-dedans, c'est que la notion d'auteur, finalement, apparaît vraiment avec l'époque moderne, avec l'émergence du sujet, etc. Et droit d'auteur, maintenant. On ne peut pas être complètement anti-moderne. En fait, la dialectique, c'est de conjuguer la logique de l'ancien temps où l'œuvre est prééminente par rapport à l'auteur, et la logique moderne où l'auteur va prendre plus de place, en fait. Donc, on peut pas être un anti-moderne complet, du coup. Je sais pas, moi je suis. Mais est-ce que je suis anti-moderne? J'en sais rien, parce que moi je te dis, le 17e, 18e, voire 19e, mais même jusque. Allez, parce qu'il faut arrêter, moi-même, aller vivre dans les années 70, ça m'allait très bien. Hein. Regarde les vidéos de Paris dans les années 70, moi je signe les yeux fermés. Hein. Après là, on se masturbe un peu, tu vois, c'est genre, oui, moderne, anti-moderne. Après, c'est sympa aussi, parce que tu vois un mec comme Dali, lui-même, il se faisait œuvre d'art, en fait, avec ses petites moustaches, ses machins. Et on aime bien, regarde, même quand on parle de Nietzsche, on aime bien avoir une photo de lui avec sa grosse moustache. Tu vois, parce qu'une fois de plus, l'incarnation. C'est-à-dire que, ok, le mec produit des choses, mais l'homme a besoin de visage, en fait. Le problème, c'est de faire le visage un fétiche. C'est-à-dire que tellement c'est un fétiche, on oublie qu'en fait, il a pas d'œuvre. Ah merde. À un moment donné, il faut respecter quelqu'un pour ce qu'il a fait aussi. Aujourd'hui, on respecte des gens pour rien, pour eux-mêmes. Et après l'art contemporain, c'est love story, quoi. Tu vois? C'est-à-dire qu'on met des individus lambda dans une pièce, on les filme, et ils sont connus parce que voilà, bon, tu vois ce que ça donne, hein, des clochards, des putes, après, parce que ça n'a aucun sens. Mais voilà. Là, c'est le vide absolu, effectivement. Mais après, moi, je suis pas contre aimer. Je veux dire, moi, par exemple, quand je vois Balzac comme ça et tout, moi, j'aime bien. Si tu vois, le jour où j'ai une vraie maison à moi, il y aura la galerie des grands hommes. Hein. Parce que j'aime voir leurs bouilles aussi, quoi. Et ils ont des sacrées bouilles. Hein. Alors, du coup, mais parce qu'il y a une œuvre derrière, sinon c'est ton avis. Là. Alors la transition va être un peu brutale, mais finalement on va essayer de redescendre un peu sur terre et quitter un peu cette tendance un peu à la masturbation intellectuelle qu'on peut parfois avoir. C'est la thématique qui est très présente dans le journal d'Anne-France, c'est évidemment le grand remplacement. Et à un moment donné, Anne-France évoque le suicide de Dominique Vénère. Elle est présente par défaut, parce qu'en fait, que j'en parle jamais. Quoi. Ouais, mais c'est toujours en filigrane. Hein. Mais si tu l'as vu, c'est très bien, mais j'en parle pas dans le... directement. En fait. Voilà, pas expressément, mais oui. La fin, les derniers mots du livre. Oui, non, mais parce que... Mais je veux dire, j'en parle pas, comme tu dis, expressément. Oui, c'est-à-dire que elle constate. Et comme elle dit si bien, c'est pas elle qui parle, c'est le voyage qui vient à nous, quoi. Et elle dit à propos du suicide de Dominique Vénère, le suicide comme symbole d'espoir et comme propédeutique à la lutte, je n'y crois pas trop. Alors justement, on parle beaucoup de la peur du grand remplacement, etc. Mais est-ce que justement cette peur, elle peut être vraiment un ressort d'un projet politique propre à libérer la France de ses ennemis? J'en sais rien, mais moi j'insiste sur Dominique Vénère. Sincèrement, j'ai lu aucune ligne de lui et peut-être que je lirai un de ses livres. C'est peut-être quelqu'un de très intéressant, etc. Mais moi, ça m'a choqué, quoi. J'ai insisté pour le mettre un peu au début du livre, parce que pour moi, quelqu'un qui se suicide, je veux dire, c'est... Pour moi, j'ai été révolté, quoi. En plus, parce que c'était à Notre-Dame? Ouais, non, je m'en fous, parce que lui, il considérait Notre-Dame pas forcément comme un temple catholique, mais comme effectivement ce qu'il est, un vaisseau de la civilisation. Mais je veux dire, un type comme ça qui chie plein de livres, et il aurait pu faire, t'imagines, il serait encore vivant, avec peut-être son argent, sa considération, il pourrait mettre des jeunes en avant, etc. Peut-être vous aidez-vous, aidez-moi, etc. Et le mec se suicide et dit, voilà, c'est un message, quoi. Arrêtons, quoi. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse. Je sais pas si vous avez vu actuellement, vu qu'on est à Lyon, je vais en parler, parce qu'en plus c'est quelque chose on peut en tirer un enseignement profond. Il y a un étudiant de 22 ans qui s'est immolé, quoi. Oui, on a dit ça, ouais.
à 90 degrés entre la vie et la mort. Et le mec, au départ, je lis et tout, et je vois sa lettre, et il dit oui, alors bon, Macron, Hollande, tout ça, la précarité. Le mec limite dans sa lettre, et il se dit peut-être que je vais pas toucher ma retraite. Tu dis le gauchisme comme maladie mentale, quoi. Tu vois, moi, franchement, à 22 ans, je pose pas la question de ma retraite, tu vois. Et évidemment, parce que j'en étais quasiment sûr, je dis quoi? Et puis l'extrême droite, quoi. Putain, les mecs, oui, qui donnent des discours, etc. Enfin, tu dis. C'est une tristesse absolue, quoi. Il faut qu'on se rende compte, les messages, on appelle ça le millénarisme, tu sais, l'écologie aujourd'hui c'est le millénarisme, c'est-à-dire que l'écologie aujourd'hui c'est un mec lépreux avec sa petite clochette qui passe, qui dit c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est t'es dans Tintin là, dans l'étoile mystérieuse, exactement, ouais. Je regardais ça le dimanche soir là, il y avait Thalassa après je crois, ouais. Non pas Thalassa. Si, faut pas rêver un tout. Faut pas rêver, exactement. Ouais. Et les gens ils sont là et c'est criminel quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec l'avortement en outrance, on a des jeunes femmes de 22 ans qui disent je me suis fait ligaturer les ovaires, je vais pas avoir de gosse. Par contre, avoir 200 000 personnes qui arrivent par an, il n'y a aucun problème. Et on a des jeunes de 22 ans qui se crament parce que il aura peut-être pas de retraite et qu'il se dit que le Front National machin, mais putain, parce que tu sais. L'immolation, moi, là je parle tu vois, de quelque chose de noble, tu vois, genre le moine bouddhiste qui s'immole, tu sais, comme on parlait de musique, là, comment il s'appelle Rage Against the Machine, tu vois, premier album. Là il y a quelque chose peut-être de, tu vois, ou même quand, je sais pas, un marchand de légumes tunisien, tu vois, s'immole, là ok, mais... J'ai l'impression que la France... Là, en France, en 2019, tout est bouffon, quoi. C'était... comment il s'appelle? C'est Anounesque, en fait, tout ça. J'ai son bouquin, là. Merde. Drummond. Édouard Drummond, tu vois. Regarde ça. La fin d'un monde, ouais. Tu vois. Et ben, il dit à un moment donné, la France, même dans son agonie, elle est grotesque. Bah, même quand je vois ça, j'ai envie de trouver ça héroïque. Mais quand je lis la lettre du mec, il est sûrement à l'UNEF, et le mec à 22 ans il s'est cramé parce qu'il aura peut-être pas de retraite et que il y a la montée du fascisme, tu vois. Ah, c'est pas Bayer ou Tolkienien, quoi. Tu te dis putain merde quoi, genre c'est une maladie mentale. Ouais. Alors je sais plus quelle était quoi, la question exacte. C'était à propos du grand remplacement. Oui, et puis Dominique Vénère, etc. Dominique Vénère en termes de suicide, comme j'ai dit, je crois que la phrase c'était si on veut parler de martyr, laisse ça au Christ, hein, parce que... Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça a fait? Mais qu'est-ce que ça a fait? Personne connaissait Dominique Vénère, il y a eu un tweet AFP et puis terminé quoi. Ouais, ce mec-là et d'ailleurs c'est criminel parce que lui a joui, lui a connu la France de Brel, la France de Brassens, donc il a pu jouir de ça, et nous qui sommes dans le marasme, on voit, tu parlais des pères tout à l'heure, on voit des pères, non seulement on n'a pas de père, mais quand on en a, ils se suicident, et nous on nous demande après quand affronter le choc des civilisations, putain merde quoi. C'est pour ça que j'ai quand même voulu souligner ça n'a rien à voir avec Payen, Cato et tout, j'ai trouvé ça honteux en fait de faire un truc pareil qui en plus lui a prémédité et a pensé que peut-être ça aurait une influence. Aussi beau et la portée le symbole, mais c'est des gauchistes en fait, l'esthético-sacrificiel, tu vois. Tu parles, et au bout d'un moment effectivement quand bien même moi c'est un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai lu historiquement et c'est super intéressant, Vénère, mais effectivement ce geste là, alors que tu l'as très bien dit, on a besoin de guides, de pères. Moi j'ai cette image toujours pour les auditeurs qui l'ont pas vu, si vous regardez le film Braveheart. Oui, voilà, bah oui, avec... Il n'a pas de mère, parce que sa mère est sans doute morte en couche, mais bon, on est en plein... Comment il s'appelle déjà C'est William Wallace. William Wallace. On est en plein 11e, 12e siècle, il n'a plus de mère, qui a vraiment existé. Et son père se fait tuer par les roast beef. Qui vient l'élever? C'est son oncle qui vient le chercher. Mais il a besoin... Si lui ne vient pas, il est tout seul. Et on a besoin... Si on n'a pas nos pères... on a besoin de héros et pas de scribouillards. Voilà. Et ça, c'est... Je le mets dans une de mes maximes du livre dont je vous ai parlé. Être de droite, c'est aimer des modèles. C'est pas aimer des intellectuels. Et là où tu vois qu'on a été complètement pourri par Sartre, par la gauche, c'est qu'en fait, un mec de droite ne doit pas aimer... Tu vois, alors la caricature encore pire que Vénère, c'est comment il s'appelle
Oh, putain. Alain de Benoît, tu vois. C'est Sartre. Alors qu'au départ, le mec défendait les races, les machins, etc. Aujourd'hui, pour être invité dans les grands médias, il a complètement dilué son discours. Et quand on le voit, c'est le mec qui fume clope sur clope. Physiquement, il est complètement décomposé. Il est entouré de plein de bouquins. Mais un mec de droite, c'est pas ça. Je veux dire, moi, ce qui me réveille, Braveheart, pour moi, c'est un de mes films cultes. Parce que le mec, attends, il parle latin, il parle grec, il parle tout ce que tu veux, mais c'est un mec français. Français. Ouais. Et à un moment donné, il tranche des gorges. Il agit. Aimer des rats de bibliothèque, c'est être de gauche. Parce que c'est penser que le monde est une équation à résoudre et pas un combat à mener. Ça peut plaire beaucoup. Ça. Non, mais c'est bien aussi. Le marxisme, par exemple, c'est quoi? C'est moi j'ai raison parce que A plus B. Non, être de droite, c'est dire moi j'ai pris un bateau, j'ai fait le tour du monde et je vous ai niqué. Tu vois? Être de droite, c'est se réveiller le matin et dire en fait le monde n'est pas une équation à résoudre, c'est un combat à gagner ou à perdre. Et la gauche a justement instillé dans les esprits qu'en fait c'était une question intellectuelle. Oui, tous les mecs de droite brillants, les aventuriers, ont tous lu des livres, mais ils les ont mis de côté et ils ont agi, tu vois. Et Dominique Vénère, c'est pareil, moi je m'en fous qu'il ait écrit 1000 bouquins sur sûrement absolument passionnants, tu vois, sur le paganisme, sur machin. Ce que je vois, c'est sa vie, c'est quoi? C'est avoir écrit des livres et essayer de se suicider. Bon bref, ça aurait pu être Sartre en fait, quoi. Donc ça m'intéresse pas, poubelle, quoi. Pour rester du coup sur la thématique du remplacement, tu dis que finalement le remplacement en tant que remplacement de population est finalement, il est vrai, très peu présent dans le livre. Il suffit d'avoir des yeux. Après, moi, je suis pas un théoricien. Tu prends le métro, tu vois que voilà, après... Oui, il n'y a pas besoin de faire 100 000 bouquins là-dessus. Mais justement, ce que je trouve très intéressant, c'est que, et surtout sur la fin, on voit que Anne-France se fait remplacer à tous les niveaux et que finalement l'immigration, c'est une partie. Parce que finalement, le grand remplacement, c'est la perte de nos racines françaises, c'est la perte, comment dire, de notre culture, c'est le McDo qui arrive, etc. En fait, c'est ça. Le grand remplacement migratoire n'est qu'une partie d'un c'est une grand partie général. très visible, mais une fois de plus, c'est que parce que, et ça remonte, enfin tu vois, je te parlais de Drummond tout à l'heure, mais c'est absolument fou de voir que 200 ans auparavant, le mec, il avait dit quoi? Il avait dit que les élites soi-disant catholiques de l'époque avaient déjà tout vendu aux juifs ou aux autres, mais c'est-à-dire à ce qui n'était pas français. Et effectivement, tout ça n'est qu'une conséquence, c'est-à-dire qu'en fait, la France, ses élites soi-disant naturelles, en fait, il n'y a pas pour moi de responsable extérieur, en fait. La France, en fait, en est là parce qu'elle l'a bien voulu, en fait. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme toi, moi et d'autres qui aimeraient rester français, tu vois. Le problème, c'est que l'immigration de masse, le grand remplacement au niveau des élites est permis parce que les Français, à un moment donné, ont voulu ne plus être français, justement. Voilà, ils ont trouvé ça ringard. Ils ont eu une fascination pour les autres, l'exotisme qui est pas nouveau, hein, tu vois. Déjà dans l'empire colonial, dans l'autre entrevue, je m'interrogeais sur cet orientalisme français. Moi, je trouve ça dingue, quoi, que en tant que Français, je veux dire, va dans les Highlands, en fait, quoi. Pour moi, c'est plus intéressant que la savane, quoi. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Les vrais responsables, c'est les Français qui ne veulent pas vivre en tant que Français. Et c'est pour ça que, au-delà quoi, de la politique, en fait, là, on parle métaphysique, en fait. C'est que il n'y a plus de volonté française, en fait. Les Français ne veulent plus vivre. Donc ils sont esclaves. En fait, tous les ils discours disparaissent de l'histoire et puis c'est comme ça. Sauf que le problème, c'est que les Français, la France étant un grand peuple et vu qu'on n'est pas 150, il y a dans ce peuple des gens comme vous et d'autres qui aimeraient rester juste français, en fait. Hein, tu vois. Donc en fait, les discours sur l'identité française, ça t'intéresse pas, quoi. Sur qu'est-ce que c'est être français? Est-ce que si tu dis l'identité française, en fait, c'est la vivre une fois qu'on se pose la question? Mais parce que tout ça, c'est. En fait, le problème, c'est qu'une fois que tu l'as posé, c'est que t'as perdu, quoi. Tu devrais même pas te poser. Tu crois que, sincèrement, tu crois qu'un Japonais, il se pose la question, quoi. Qu'est-ce qu'être japonais? Bah moi, je crois pas. Il le vit, en fait. Il le vit. Il est japonais. Nous, on se pose la question parce qu'on est en train de crever.
Après, je te dis pas, est-ce que c'est bien de se poser la question? Je sais pas, peut-être, dans un renouveau et tout. Mais on se pose la question. Ça ne va pas être une finalité, parce qu'en fait, finalement, oui, on est quand même obligé de se poser la question, et en même temps, on ne peut pas rester indéfiniment dans le concept. Mais à un moment donné, on voit le monde et on se dit, mais on regarde l'histoire et putain, il y a une merde quand même. À bout d'un moment, on est quand même obligé de se demander un tout petit peu qui on est. Ah bah oui, bah en ce moment, mais ensuite, attends, il faut se plonger dans la vie, quoi. Il n'y a que de ça aujourd'hui, il n'y a que la question d'identité en fait. Parce que les Français sont complètement paumés, parce qu'on leur a mis dans la tête aussi, depuis 300 ans, avec l'universalisme républicain, après l'immigrationnisme, machin, et vu, en fait, en France, si tu veux, je crois que c'est le seul pays au monde où la question biologique, ethnique, raciale est interdite. C'est-à-dire un Italien, par exemple, encore aujourd'hui, quand il y a un Noir qui joue dans l'équipe d'Italie, il va te dire, il joue pour l'Italie. Mais il n'est pas italien. Un Allemand, même si aujourd'hui on leur a coupé les couilles, un Allemand sait très bien qu'un Noir ne sera jamais allemand. Il vit à l'allemande, on l'accepte, mais il n'est pas allemand. Le Français, il y a encore quelques temps, quand tu as un Noir qui avait la baguette de pain, qui parlait français, était français. Maintenant, même un Noir avec un boubou, il est français. Donc, si tu veux, voilà. Parce que tout ça, c'est de la fiction. Alors, pour revenir un peu à ton contexte de vie, à un moment donné, donc tu vis à Lyon et dans le journal d'Anne-France. Malheureusement. Ouais. Jules fait découvrir Lyon à Anne-France. Qu'est-ce que toi, tu aimes dans cette ville? Peut-être pas actuellement, mais est-ce que pour toi, cette ville a un rôle symbolique dans l'histoire de France? J'en sais rien, mais tout ce qui a plus de 200 ans, je trouve ça joli. Le reste... Le fait que ce soit l'ancienne capitale des Gaules, est-ce que tu penses que Lyon a une espèce quand même de présence particulière, non? Non, j'ai pas tellement de réflexion là-dessus. Moi, Lyon, ce que j'aime bien, c'est le vieux Lyon, tout ce qui est... Voilà, tout ce qui moi me plaît, ce qui est enraciné. Après Lyon aussi une géographie exceptionnelle, quoi. Je veux dire, entre ce qu'on appelle la confluence, la presqu'île, et Lyon, c'est le Goudounum aussi. Tu te balades vers Saint-Just, tu vois un cirque romain, enfin voilà, tu sens toute la... Lyon, c'est la révolte des canuts. Il y a une église qui est très peu connue, je crois qu'elle est dans le 3e, j'ai plus son nom, où tu as le mur de tous les martyrs de la Révolution. Mm-hmm. Et c'est là ce qui est dingue, c'est quand tu vois les noms et les professions, tu te dis, malheureusement, la France a inventé le totalitarisme, en fait, quoi. C'est-à-dire que ils ont massacré toute une population. Mm-hmm. Donc... oui, Lyon, c'est une géographie, c'est une histoire. En plus, voilà, c'est très cochonaille. Moi, j'adore. Hein, tu sais, la petite table Vichy avec 2 chaises en bois où tu manges un tablier de sapeur et tu t'enquilles une taille de Beaujolais. Moi, je signe les 2 mains. Hein, ça c'est sûr. Pour rester un peu sur justement ce qu'il y a de beau, à la page 36, Jules dit donc l'amant d'Anne-France. Dit, tu vois, Anne-France, les véritables beautés ne se révèlent qu'avec le temps, qu'à force de regard. Les autres, les tapes à l'œil, sont toujours vulgaires, artificielles et fausses. Ces vraies beautés sont comme les merveilles de l'archéologie qu'on découvre avec un petit pinceau. Mon pinceau à moi, il est fait avec les cils de mes paupières qui, à force de battements continuels, ont fait voir mes yeux éblouis à quel point tu étais belle. Comment aujourd'hui on éduque notre regard à la beauté concrètement, alors là t'es dur là. Non, mais justement, c'est l'esthétique. Je vais limiter ma question. Je ne parle pas de la beauté dans les arts et dans les vieux bâtiments. C'est-à-dire aujourd'hui, dans ce qu'on vit, dans les relations humaines, trouver la beauté dans les relations humaines, dans les petites choses. Aujourd'hui, comment on fait, quoi. Justement, je mets de côté la culture artistique, quoi. Non, mais ça, j'en sais rien. J'ai juste voulu... Là, pour le coup, c'était une expérience... parce que je suis quelqu'un de très difficile dans mon rapport à la beauté, très exigeant. Il n'y a pas grand-chose que je trouve de vraiment beau. Et alors, au niveau des femmes, c'était très compliqué, parce que je pense être
quelqu'un qui était pas, je sais pas, un vilain garçon, etc. Donc moi mon problème que j'ai avec les femmes, c'est que j'en trouvais pas beaucoup de belles, quoi. Et même quand certaines je les trouvais belles, je parlais des cils, etc. Le lendemain, je les trouvais moins belles. Donc là c'était pour le coup, bon toi tu extrapoles et c'est intéressant, on peut en discuter, mais pour le coup c'était vraiment de montrer, si tu veux, c'est la différence entre, je sais pas moi, Claudia Cardinal et puis Claudia Schiffer, par exemple. Tu vois. Voilà, c'est... Là, tu nous parles droit au cœur. Non, mais voilà, Cardinal, c'est-à-dire que... oui, non, là, mais c'est- Claudia Schiffer, tu la regardes, t'as envie de la démonter direct, et peut-être que tu t'en lasses, en C'est fait. juste ça. En fait. Et puis tu as une autre forme de beauté. Et encore, je dis Claudia Cardinal, mais il y a des beautés plus discrètes. Hein, peut-être, j'espère, qu'ils seront vos futures femmes, où vous allez comprendre qu'il y a la beauté du matin, la beauté du midi, la beauté du soir, la beauté quand elle est en slip, la beauté quand elle est en short, en jogging. Voilà. Et donc c'est ça aussi. Là, je parlais plus de ça de façon naïve, parce qu'il était dans la séduction. Mais après, oui, là, on parle de philosophie, la philosophie du beau, l'esthétique. Qu'est-ce que tu veux, je sais pas. C'est toutes les réflexions de la culture cultivée. Est-ce que le beau s'éduque? Évidemment, évidemment, évidemment. Est-ce que il n'est qu'éducation? Non, il est aussi intuition. Tu vois, une fois de plus, c'est un. Mais effectivement, aujourd'hui, on éduque les. Alors pour le coup, il y a une éducation, mais du simple et du lait. À un moment donné, quand quelqu'un sera en lui, il a une force. Tu veux lui faire bouffer du McDo, il en aura marre, il va passer à autre chose. Le problème, c'est que les gens, tu leur fais bouffer du McDo, pour eux, c'est indépassable après, tu vois. À un moment donné, il y a une indication même du goût, des sens, de l'ouïe, de tout ce que tu veux. Il y a même un logiciel qui a été fait et qui a mis, qui a enregistré dans sa base de données les musiques populaires, hein, enfin pop folk et tout, de ces 50 dernières années. Et il a démontré objectivement qu'il y a une perdition en termes de, tu vois, de complexité acoustique, etc. C'est-à-dire que là, on va vers le nul, etc. Après, il y a aussi, je pense qu'il y a il y a des choses qui sont indépassables. C'est-à-dire, pourquoi moi j'aime les vieilles pierres? Tu me diras parce que peut-être tes parents t'ont amené et tout, mais bon, à l'époque, moi, j'aimais pas. Pourquoi moi, d'ailleurs, même dans l'immobilier, c'est un marché qui existe encore, hein. Il y a le marché de l'ancien, il y a le marché du neuf. Effectivement, moi, je ne comprends pas quand quelqu'un est dans une tour de 70 étages entre le verre et le béton, je n'arrive pas à comprendre comment lui, il est bien. Quand moi, je ne suis bien dans une vieille bergerie avec un feu de bois, tu vois. Ça, c'est une sensibilité. Est-ce qu'elle s'acquiert? Est-ce qu'elle est innée? En tout cas, il est évident qu'aujourd'hui, tout est tiré vers le lait, le bas. Tu vois, aujourd'hui, en fait, mais on s'adapte aussi aux nouvelles populations. C'est qu'à un moment donné, est-ce qu'aujourd'hui, tous les gens qui viennent en France, est-ce qu'ils sont amenés à comprendre Baudelaire? Alors, on va retraduire Baudelaire, et puis après, on voit que ça marche pas, donc on va enlever Baudelaire, et puis en fait, on va mettre Hayam, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à faire comprendre Baudelaire, on l'efface parce que c'est plus compréhensible. Et juste, quand même, il faut. Parce que c'est quelques lignes que je voulais citer, puisqu'on parlait des femmes et les hommes aiment les femmes, parfois trop. Et à un moment, tu écris une femme, il faut le savoir, messieurs, donc il faut le savoir, chers auditeurs. C'est Anne-France qui parle. Voilà, c'est Anne-France qui parle. Donc c'est une femme qui parle. Une femme, il faut le savoir, messieurs, aussi belle et parfaite soit-elle, trouvera toujours quelque chose à se reprocher. Qualité des cheveux, grain de peau, forme du nez, proportion des mollets ou des cuisses, taille des pieds. Le moindre petit détail devient notre pire cauchemar. Nous avons un rapport à notre corps plus complexe que les hommes, plus conflictuel. Tout cela, car nous sommes, nous les femmes, d'une certaine façon, la vitrine de la nature, quand l'homme, lui, n'est qu'un chaland déboussolé et avide. Et une vitrine, que voulez-vous? Il faut que rien ne dépasse, et il faut que ça brille. Là, on est vraiment dans la conversation, hein, c'est même plus des questions, mais je pense que les hommes là-dessus, par leur fascination pour le beau et par la fascination pour les femmes, ont toujours cette tendance à laisser aller les choses, notamment eux-mêmes, tandis que les femmes seront toujours stressées d'être ce qu'elles sont. Et finalement, je pense que c'est une de leurs plus belles qualités à faire.
Oui, mais après, parce que en fait, il faut comprendre l'autre. Je pense que moi, j'ai eu un rapport aux femmes qui a été rendu compliqué par deux choses. Un, je n'ai pas eu de sœur. La sœur te permet, si tu veux, comment dirais-je, Familiariser de familiariser et de l'enlever de son piédestal romantique. C'est-à-dire que quand tu as une sœur, tu vois qu'un jour elle a été malade, elle a vomi, elle pète, elle a ses règles. Donc déjà, toi, t'es plus dans ce fantasme, tu sais, un peu virginal de la femme qu'on retrouve dans les poèmes. Et puis en plus, mon père étant relativement absent, j'ai une mère que j'ai aimée normalement, mais c'est-à-dire que j'avais peut-être trop de respect, entre guillemets. Pour les femmes. Mais pour ce passage-là, c'est qu'effectivement, ça a été aussi par mon expérience où je me suis rendu compte déjà d'une chose, c'est qu'une femme aussi belle soit-elle, elle sera jamais contente d'elle, tu vois. Donc déjà, ça, il faut le comprendre. Et ça a été aussi, je comprenais pas comment une femme pouvait trouver l'amour d'un homme comme quelque chose de le rejeter, si tu veux. Et en tant qu'homme, on comprend pas. C'est-à-dire qu'on a une femme qui est jolie, qui est bien, on l'aime, et elle a l'air de nous détester pour ça, en fait. Moi, je l'ai vécu, ça. Et alors là, toi, quand t'es un jeune puceau, tu dis, mais attends, je comprends pas, l'autre, je l'aime, elle est jolie, et parce que justement... elle reproche que je lui dis parce que à ce moment-là, vu qu'elle ne s'aime pas, toi, tu l'aimes. Donc tu aimes que je sois laide. Tu aimes... alors qu'elle ne s'aime pas, donc elle ne t'aime. Enfin, tu vois. Voilà, voilà. Mais bon, voilà. Tous les petits, non mais tous les petits jeunes, faites vos expériences. En fait, ce qu'il faut, c'est vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Louis XIV, je crois à 11 ans ou 13 ans, je sais plus, a été dépucelé par la borgne, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Et moi, j'ai tendance à sans faire l'apologie des bordels et de la prostitution, à penser que ce qui est bon pour un roi est bon pour tout le monde. Donc je pense que très vite, il faut sentir l'odeur du vagin, il faut voir les poils. La femme c'est beau, en fait. Mais la femme c'est beau, il faut l'aimer pour ce qu'elle est. Mais en fait le problème c'est que déjà sur un point de vue esthétique de la mettre sur un piédestal, et après sur un point de vue de montrer le Covid comme le seul aboutissement de la vie, c'est ce qui se passe au niveau marchand aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vois une voiture, il y a une femme à côté. Tu vois de la bouffe, il y a une femme à côté. Parce qu'en fait, tous les désirs consuméristes sont réduits au désir à la libido qui est forte, mais qui est résumé comme finalement l'aboutissement. Alors que tout homme, ce que je crois être aujourd'hui plus ou moins, on va dire pas accompli, mais en tout cas un peu près stable, c'est que le sexe c'est bien, mais la vie, c'est un équilibre. T'as une femme, tu baises, très bien, au pire, t'as des maîtresses, tu fais ce que tu veux, même si tu vas au pute, j'en ai rien à foutre. Mais enfin, tu considères pas que le coït, c'est le but de ta vie, tu vois, voilà. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, par beaucoup de frustration, par le fait qu'il n'y ait plus de bordel, par le fait que la femme a pris aussi un ascendant dans la vie sociale et civique, fait qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont castrés et voilà. Mais bon, c'était ce qui nourrissait un peu le passage que tu as lu, quoi. Alors pour continuer là-dedans, évidemment on parle beaucoup d'amour dans le journal d'Anne France. Il n'y a que de ça en fait, c'est un roman d'amour. Voilà, et justement il est temps d'y venir, je crois on a un peu commencé. Anne France a des très belles phrases, elle dit être amoureuse c'est être sensible à la violence de la douceur, l'amour rendait la moindre douceur foudroyante. Est-ce que justement, alors encore désolé d'utiliser le terme dans nos milieux, est-ce que parce qu'on est trop focalisé sur les essais, la politique, est-ce qu'on n'oublie pas justement de parler un peu d'amour Bah, évidemment, mais ça c'est tout le problème de, si tu veux, pour reprendre un peu voilà, dans nos milieux, si tu veux vendre un livre, tu t'écris un essai sur l'immigration, sur les francs-maçons, sur les juifs, machin. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas écrire un truc pour confirmer l'opinion du lecteur, si tu veux, tu vois. Or, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête avec ça. Il y a des essais qui existent. Quand un jeune homme veut se cultiver, il va lire 1 ou 2 bouquins, mais après, il faut aller au-delà. Enfin, moi, ça a été comme on en parlait dans l'autre entretien, appelle ça métapolitique, appelle ça gramscisme. Au fond, c'est vivre, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, merde, quoi.
va pas écrire un énième pamphlet sur l'immigration, sur les coteries, tout ce que tu veux. Enfin, ils existent. Ils nous préexistent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin, tu vois, tu lis Drummond, ça suffit, Céline en parle, Coston en parle, machin, voilà, tu lis un ou deux livres, tu fais, ah bon, d'accord. À un moment donné, voilà, il faut... tu vois, Donald Trump, c'est un gagnant, quoi. Tu vois, c'est un gagnant, c'est un milliardaire. Sa femme, c'est un mannequin. Tu vois, il rend le... Ce qui fascine d'ailleurs beaucoup chez nous, entre guillemets. Ouais, ça, ouais, mais sauf que nous, est-ce que tu as une comparaison? Si, Le Pen dans les années un peu 80, voilà, tu vois. Ouais. Bon, il était pas beau gosse, mais tu vois, il agissait. C'est le plus grand orateur politique du XXe siècle pour moi. Il était entouré de blondes. Il y avait un côté un peu quand même winner. Bon, après, ça c'est... Mais sinon, le reste, quoi. Quand tu vois un mec du milieu, tu sais, un mec, c'est un binoclard, un loser. Ce qui n'est pas aidé aussi, c'est normal socialement quand tu portes ce genre des idées. Mais à un moment donné, moi aussi, j'ai voulu montrer un visage. On peut écrire du beau, on peut faire du beau. Enfin, moi, ce que j'espérais, en même temps, je suis quelque part... je suis peut-être encore jeune, mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que je porte que des idées simples et saines, et j'ai voulu faire du beau, et pas coller ça à un vieux truc poussiéreux, un énième pamphlet de 600 pages avec 300 notes de bas de page. Non, c'est à un moment donné, je pense que ce livre-là, il parle de lui-même, quoi, tu vois. Justement, là, alors là, chers auditeurs, si vous n'avez pas lu le livre, c'est peut-être le moment d'arrêter l'interview et de... Spoiler, quoi. Ouais, en même temps, c'est pas un film à suspense. Quand bien même les gens qui l'ont lu m'ont dit qu'il y avait du suspense, mais bon... non, parce qu'il y a vraiment une scène qui... Parce qu'elle le dit dès le départ. Hein. De la première page, elle dit « je vais mourir ». Les gens l'oublient dans la lecture, donc voilà, mais il n'y a pas de suspense. Hein. Il y a une scène qui est vraiment magnifique, et je trouve qui est un des cœurs du roman, c'est... cette scène où Jules revient blessé et fait l'amour pour la première fois à Anne-France juste avant de mourir. Enfin, il y a une espèce de chose voilà, où l'amour et la mort se côtoient et tout ça. Et dans un premier temps, Anne-France fait le reproche à Jules qu'on vient finalement de faire. Elle dit « La seule chose dont j'étais sûr, c'était que Jules avait préféré une cause, une idée à moi. » Parce que voilà, c'est dans la période les femmes sont exclusives, hein, qu'est-ce que tu veux. Jules est donc un résistant, et donc voilà, c'est pour ça qu'il s'est pris une bastos dans le ventre. Et du coup, ça nous interroge un peu, nous, dans les temps troublés qu'on vit, où peut-être une grosse crise va arriver, peut-être une guerre civile, et où il y a un combat idéologique permanent contre le progressisme. Est-ce qu'il faudra quand même, à un moment donné, privilégier le combat sur l'amour ? Oui, mais est-ce que l'amour est présent aujourd'hui? Est-ce que ça sera un sacrifice à faire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les hommes, les femmes, enfin, globalement, je pense qu'ils ont du mal à se parler. Je pense que c'est pas la question, en fait, parce que il n'y a pas spécialement d'amour aujourd'hui. Ça a toujours été... il y a toujours eu un choix à faire. Je pense pas que spécialement aujourd'hui il y ait beaucoup d'amour et qu'on se dise merde, il faut que je sacrifie l'amour à un combat. Aujourd'hui, tout est troublé. On sait plus vivre des belles histoires d'amour. On sait plus quel combat mener. Il y a un problème de référence globale, mais en tout cas, il n'y a pas de choix à faire. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite incise, parce que je crois que hier ou avant-hier, il y a la femme de Louis-Ferdinand Céline qui est morte. Et à 107 ans, je ne sais pas si t'imagines, Lucette. Et on dit toujours que derrière les grands hommes, il y a les grandes femmes. Et au final, ça me fait penser, je viens d'y penser, au fait que c'est quoi une grande femme? C'est une femme qui accepte un peu, à minima, de ne pas être exclusive complètement. Tu vois. C'est-à-dire que Lucette, elle savait très bien que son mari l'aimait, mais elle lui laissait un peu le loisir d'écrire ses romans. Ça ne veut pas dire qu'elle lui laissait complètement le loisir et qu'il ne fallait pas qu'il s'en occupe. Mais finalement, une grande femme, c'est ça, c'est qu'elle accepte un grand amour, mais qui accepte de ne pas être complètement exclusif. Voilà. Après... c'est une très bonne transition, parce qu'à un moment donné, Anne-France décrit ses parents, et elle décrit son père et son rapport à la foi. Elle dit « Il aimait Jésus, mais je crois qu'il l'aimait comme un Dieu parmi d'autres », qui refuse en gros, globalement l'autorité de l'Église. Et sa mère, à contrario, est une fervente catholique, très pieuse et soumise à l'autorité du pape. Est-ce que, face à la déchristianisation progressive du pays,
finalement, est-ce que c'est pas grâce aux femmes que le catholicisme a pu survivre? C'est beau. Ouais, je sais pas. Ouais. On dit toujours que c'est par la femme qu'on corrompt la société, que c'est la clé de voûte. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes ont été corrompues au point d'assassiner leurs propres enfants dans leur ventre. Enfants, Donc une fois qu'on a fait ça... c'est quand même pas toutes les femmes. C'est pas toutes les femmes. Je sais pas, moi. Est-ce que même au niveau du catholicisme, de la foi, moi je veux bien les pétitions de principe, mais est-ce qu'une fois ça se décrète? Aujourd'hui, il est clair qu'en France, on est dans un pays le plus athée, le plus loin de Dieu peut-être au monde, après la Corée du Nord, tu vois. Ce qui n'empêche pas la Corée du Nord de vivre. Je sais pas. Moi, d'expérience, ce que je vois, c'est que les églises sont vides. Quand elles ne sont pas vides, elles sont remplies de prêtres conciliaires. Tu vois, je suis à la Mâcon, je vois même Lyon. Lyon, si tu veux, la seule église qui se tient à peu près, c'est l'église Saint-Georges, qui est une église tradie. Sainte-Blandine aussi. Tu vas, ouais, d'accord, mais après tu vas dans le reste, c'est du spectacle, c'est du machin. Enfin, je sais pas, sur la question de la religion en France, c'est extrêmement compliqué, quoi. C'est extrêmement compliqué. Et sur le rôle de la femme, peut-être que toutes les femmes ne sont pas perverties aujourd'hui, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, par la pilule, par le carriérisme, par le consumérisme, par l'avortement, par tout ça, la femme française est sincèrement est parmi la plus répugnante au monde. Pas parce qu'elle l'est, mais je veux dire, sincèrement, aujourd'hui, les femmes françaises, dans leur abord premier, elles sont insupportables, quoi. Genre, tu les regardes, t'as l'impression que tu les violes. Tu t'approches d'elles, t'as l'impression que tu vas... Enfin, elles sont insupportables. Mais je fais pas d'amalgame, tu vois. Je fais pas d'amalgame, parce que dans les campagnes, etc., il y a bien encore des femmes qui se tiennent bien. Mais je veux dire, il suffit de traverser, quoi, les frontières pour voir... Moi, la fois où ça me l'a fait, c'est que je suis allé en bus avec des copains à Prague quand j'avais 19 ans. Putain, j'ai halluciné, j'ai vu je regardais des femmes, elles tenaient le regard déjà. Je fais ma merde, elle me regarde, et j'ai vu des femmes qui ont été à danser, tu vois. Jamais j'ai vu ça en France, quoi. Alors, du coup, tu dresses un portrait un peu sinistre de la femme actuelle en France? Non, une fois de plus, je fais pas d'amalgame. En fait, l'homme français, c'est quoi aujourd'hui? C'est un connard qui est abonné à Netflix, qui joue aux jeux vidéo et qui fume des pétards. Donc c'est pas une question de l'homme contre la femme. On a en fait les femmes qu'on mérite. Oui, et puis non, mais c'est qu'il n'y a pas de décomposition au niveau d'un sexe. C'est global. C'est que l'homme, il est là, il regarde du foot. Parce que, tu vois, il oublie son boulot, il joue aux jeux vidéo, en sachant que moi, je sais pas, le jeu vidéo, pour moi, c'était quelque chose, t'arrêtes quand t'as 19 ans, tu vois, au pire. Et encore, moi, j'y jouais plus à partir de 16 ans. Voilà, donc c'est un mec qui joue aux jeux vidéo, c'est une femme qui se laisse aller, enfin voilà. Mais pour moi, non, moi, je rentre pas dans le jeu homme contre femme. Et une fois de plus, tout ça, c'est des amalgames, il y a des femmes très bien. Et des hommes très bien, jusque globalement, il y a quand même globalement une infantilisation des hommes comme des femmes pour refuser de voir la vie en face, une fois de plus. Pas de lucidité tout à l'heure, il faut en avoir un minimum. La France se fait envahir, en haut comme en bas. Bon, bah, les femmes vont chez Tati acheter des fringues, les hommes jouent aux jeux vidéo, voilà. Bon, c'est vrai que... Jusqu'au jour où ils n'auront plus le choix, il faudra bien voir la réalité en face. Et bien justement, le jour où il va falloir un peu se réveiller, parce que voilà, toute la description que tu me fais des femmes aujourd'hui, je trouve qu'en un sens, presque, ça rentre presque en contradiction avec le journal d'Anne-France, parce que plusieurs fois, Anne-France valorise les femmes, elle dit qu'il y a une force insoupçonnée chez les femmes, quand elle voit la tantine, Marisette, etc., qui va la sauver, etc. Bien sûr. Est-ce que finalement, il n'y a quand même pas si on quitte le contexte actuel, est-ce qu'il n'y a quand même pas un éternel féminin sur lequel on pourrait s'accrocher ou on pourrait promouvoir et comment on décrit cet éternel féminin finalement pour quitter le contexte et
revenir pas à la plus beauté. qu'un éternel masculin. Enfin, je veux dire, tu vois, moi, je glorifie pas les femmes spécialement. Mais après, comme je te dis, c'était caricatural dans le sens où c'est une tendance de fond. Aujourd'hui, il y a des petits gars. Regarde, à Lyon, encore récemment, tous les gens l'ont oublié, mais il y a 2 mois, il y a un jeune Français de 19 ans qui s'est fait égorger, en fait, quoi. Bon, bah, lui, il faisait quoi? Il était étudiant. Non, c'était à Villeurbanne, là-bas. Il sortait du métro. Bah, je sais pas où il allait, c'était peut-être ça. Bon, bah, le mec était apprenti pâtissier, tu vois. Voilà. Qui voulait devenir traiteur. Donc ce mec-là, c'est pas un mec peut-être qui jouait un peu aux jeux vidéo, mais à 19 ans, peut-être que voilà, lui, son truc, c'était la pâtisserie, traiteur. Bon, bah, c'est lui qui se fait égorger, tu vois. Ouais, c'est dramatique, on oublie. D'ailleurs, même moi, hein, je te dis, tu me dis, tiens, les derniers attentats en France, c'est tellement quotidien aujourd'hui que je sais même plus, en fait, quoi, tu vois, parce que c'est tous les jours, quoi. Au bout d'un moment, Anne-France se rend compte que voilà, au début, elle déteste Jules pour avoir privilégié l'idée sur l'amour. Et à un moment donné, elle comprend qu'au final, il s'est quand même sacrifié pour quelque chose et il revient en grâce un peu à ses yeux. Et elle dit, il n'y a que ceux qui aiment profondément la vie qui sont capables de se sacrifier. Comment en fait on explique cette contradiction apparente et deuxième question, est-ce qu'on peut trouver une explication dans le mystère du Christ qui s'offre sur la croix pour le rachat des péchés des hommes? Bon, alors sur le Christ, c'est autre chose. Après, ça, c'est cette grande, effectivement, c'est ce paradoxe apparent où effectivement, c'est-à-dire les gens qui aiment la vie à pleines dents, c'est-à-dire des gens qui transcendent leur aspect biologique. Parce que si la vie, il s'agit de rester en vie, donc de bouffer, de péter, de chier, bon ben effectivement, on peut rester en vie. Les gens qui aiment la vie, qui dépassent son côté biologique, j'ai écouté par exemple tout à l'heure, une fois n'est pas coutume, Europe 1 par hasard, et c'était je me rappelle plus de son nom, mais c'est celui qui est mort à bord de Manureva. Tu sais quoi, la chanson là où est passé Manureva, etc. Et ben en fait c'est un type, c'est un Français avec une perspective de vie incroyable. Ce type, depuis l'âge de 6 ans, il commandait que des livres à Noël. Il aimait lire, tout ce qu'on disait, tu vois, il aimait lire. Il y a une anecdote comme ça dans son village, en Bourgogne, je crois. Il avait mis un plongeoir pour que les jeunes puissent plonger. On lui avait interdit. Et après, il a dit, bah oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Le mec a fait un club de canoë, parce qu'il avait un vieux canoë. En un an, c'était numéro 3 du championnat de France de canoë. Après, il a été à la Sorbonne. Ensuite, il a eu l'occasion d'aller il était à la Sorbonne, il faisait, je sais pas quoi, lettres et anglais. D'aller à Sydney. À Sydney, il y avait des voiles. Il s'est passionné pour la voile. Il a été cuisinier sur des bateaux. Après, il a rencontré Eric Tabarly. Il a été second d'Eric Tabarly. Il lui a racheté son bateau, le Penwick, je sais pas quoi. Et le mec, il a fait une transat, quand ça se faisait en 60 jours, il l'a fait en 20, quoi, tu vois, en 40. Et après, il a voulu faire un truc en solitaire, et c'est là où il est mort, tu vois. Bon, bah, tu vois un peu la perspective de ce mec, quoi, tu vois. La perspective de vie. Bah, lui, il est mort en plein milieu de l'océan, on n'a jamais retrouvé son bateau, jamais trouvé. Est-ce qu'il aimait pas la vie, quoi? Si, il aimait la vie à pleines dents. La vie, c'est le risque. Et le risque, eh ben, on ne sait pas. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu regardes la biographie, par exemple, d'un mec comme Napoléon, c'est assez incroyable. Il aurait pu mourir 10 fois, le mec. Bon, il est pas mort, mais sauf que sur une bataille, quand il était encore que colonel, il aurait pu prendre une balle et t'aurais jamais entendu parler de Napoléon. Et en fait, ce qui a fait aussi son mythe, c'est que les gens se sont dit, mais merde, il est indestructible ce mec. Et putain, il est sur toutes les batailles, il est pas mort. Donc toi, ça donne une aura. La vie, c'est cette complexité-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont très attachés à la vie, ils veulent vivre, et ben ils vont prendre un peu la bagnole un peu bourrée, ils sont morts, on n'entend plus parler, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait justement des gens qui agissent. C'est-à-dire que
Il y a aussi ça qui est très fort en fait aimer la vie dans ce qu'elle a de noble, c'est prendre le risque de mourir. Donc il y a 1000 gens, 1 million de gens dont on ne va jamais entendre parler parce qu'ils sont morts à 25 ans, et d'autres qui ont une grande carrière parce que c'était des trompes-la-mort, et ils ont une vie fantastique parce que ils sont passés à côté de la mort 40 fois, et voilà. Voilà, c'est ça la vie. Après, dans son côté purement biologique, c'est le ricain obèse devant sa télé. Bon, peut-être qu'il vivra jusqu'à 70 ans, mais pour avoir fait quoi? Donc, chers auditeurs, en fait, là, je pense que d'après ce que nous décrit Romain, vous avez 2 exemples qui me viennent en tête tout de suite. Entre celui qui meurt très jeune et celui qui meurt beaucoup plus vieux, mais qui ont choisi le risque de vivre et d'agir. C'est celui qui meurt très jeune, c'est Arthur Cravant, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un mec qui a tout fait, à la fois artiste, écrivain, boxeur, qui s'est battu contre Jack Johnson à Barcelone, etc. Qui a perdu, mais qui a essayé, qui a lancé le truc, une espèce de dandy fou comme ça, et qui a disparu dans le golfe du Mexique en montant sur un radeau. On ne saura jamais s'il est véritablement mort, mais en tout cas il a disparu, et il avait dans les 25 ans. Alors vous avez ça d'un côté, et de l'autre vous avez Lemmy Kilmister, le chanteur de Motorhead, qui est mort à 70 ans d'un cancer, mais qui a trompé la mort pendant des années, en se peintant la gueule avec un coup de Jack Daniels et de barreau de chaise, mais qui a agi quoi, en étant un putain de... Oui, mais les deux ont agi là. Mais les deux ont agi, ils ont une vie plus longue. Mais tu sais, c'était toujours, tu sais, dans la sagesse, je préfère vivre 20 ans comme un lion que 70 ans comme une limace. Enfin, en gros, c'est ça. Et tu vas en plus, quand tu dis la sagesse grecque, les mecs disaient, mais face à l'éternité, je préfère vivre pleinement 3 ans que comme une merde pendant 70 ans. Sauf qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on a, mais notre société qui a annoncé la fin de l'histoire, bon, l'histoire nous revient à la gueule, hein, parce que il va falloir maintenant agir bientôt, hein, donc ou ça sera la mort. Mais ça a toujours été le cas. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui préfèrent une vie un peu plan-plan. On n'est pas tous des héros. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est tout dépend de la conception que tu te fais de la vie. Mais je pense qu'une fois de plus, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui réfléchissent trop sur les autres. Les gens, ils agissent. Et quand je t'ai donné l'exemple de Manureva, le mec, il n'avait rien à foutre. Va savoir pourquoi il voulait faire. Tu te rends compte que le mec, il a gagné une course. Le mec, c'était un bourguignon. Les gens, ils ne savaient même pas qui il était. Il leur a mis 20 jours dans la gueule. Ils se sont dit, mais d'où il vient, ce mec? Et pour moi, c'est ça le génie français. Il y a des comètes comme ça, tu vois, qui arrivent, on ne sait pas d'où ils viennent. Ce mec, on ne sait pas d'où il vient. Lui. Une famille comme ça, c'était un éclair. Et maintenant, c'est une légende de la voile, en fait, tu vois. Bon, c'est difficile de faire la transition, mais après la mort de Jules, il y a la naissance d'Antoine, et Anne-France a finalement beaucoup de mal avec ça, et en veut beaucoup au ciel, en fait. Elle a une période de révolte contre Dieu. Je crois qu'elle est à la cathédrale Saint-Jean à ce moment-là, et elle se dit, c'est donc ça le sort qu'il réservait aux filles humbles, aux filles pieuses et aux filles qui ne demandaient qu'à aimer, alors que mon corps était en train de cuire dans le gros sel de mes larmes. L'orgue majestueux se mit à gronder comme la course de 1000 chevaux célestes. J'eus l'impression qu'une pluie torrentielle s'abattit sur moi et que ces eaux bénites étaient là pour me purifier, pour laver les affronts que mon corps avait subis. Les vibrations du son étaient si fortes qu'elles empêchaient mes poumons de respirer et mon cœur de battre normalement. Juste avant de m'évanouir de fureur, en un éclair, la silhouette coruscante de Jules me caressa les cheveux, prit ma tête avec douceur et en plongeant les yeux diaphanes dans mes yeux révulsés de révolte, il me glissa un mot doux dans l'oreille, à la sonorité céleste, un mot doux aussi léger qu'une plume qui se détache de l'aile d'un ange, un mot doux qui disait « Je t'aime ». Moi j'ai trouvé que c'était vraiment une scène magnifique. C'est bien écrit quand même. C'est chialé. Et du coup, c'est vrai que, bon, là on a parlé de ton rapport à la foi, etc. Et moi quand tu m'as dit ça, je me dis, mais comment, alors que voilà, ton rapport à Dieu est peut-être plus culturel, comme tu dis, que cultuel, comment tu arrives à écrire ça? Parce que pour moi, là, c'est une manière d'illustrer les béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et parce que je connais ma théologie, c'est pour ça. Ouais. Mais et que j'ai rencontré des gens qui avaient la foi, etc. Enfin, après, et puis après, c'est un peu je crois que c'est dans il faudrait que je retrouve ce passage, mais je crois que c'est dans justement les petits poèmes en prose de Baudelaire,
où il dit que le poète, au sens de, voilà, peut-être pas seulement celui qui fait des vers, mais l'artiste en règle générale, il appelle ça la sainte prostitution. Il a une âme qui va d'âme en âme. Bon, voilà. Sans avoir la foi, je peux arriver à comprendre comment on l'est. Enfin, voilà. Donc, je me mets dans la peau et après, c'est cette question. Alors, j'ai plus le terme technique. Je crois que je dois citer en plus dans le livre, mais le problème, c'est l'existence du mal. Justement, là j'enseigne tout de suite sur ma question, c'est comment on comprend, enfin du coup, comment les âmes qui ont la foi, du coup, puisque c'est pas toi, comment ces âmes-là comprennent, comment arrivent-elles à comprendre que Dieu ne nous protège pas des pires souffrances que nous n'avons pas méritées? Ça, c'est voilà. Après, il faut s'intéresser. Tu sais, chaque religion, chaque spiritualité a justement essayé de répondre au problème du mal dans le monde. Et Saint Augustin, toutes ses œuvres, c'est comment le mal existe alors que Dieu est bon. En sachant que Dieu est bon quelque part, c'est un postulat. Il y a d'autres philosophies qui disent il n'y a pas de Dieu, d'autres philosophies qui disent il y a deux dieux, un bon et un mauvais, c'est le manichéisme, d'autres qui doivent penser que Dieu est mauvais. Bon, la théologie catholique, elle a répondu comment? Par le péché originel, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que Dieu est méchant, c'est que vous êtes éloigné de Dieu. Donc Dieu étant moins présent, le mal est possible, mais Dieu n'est pas responsable de ça. Enfin, tu vois, tout ça c'est de la théologie très difficile, mais pour quelqu'un qui a la foi comme elle, c'est quand même difficile à comprendre, parce que finalement, il y en a que pour la racaille, et puis on voit bien aujourd'hui, enfin, je veux dire, moi je pense très sincèrement que les vertus au sens générique du terme, c'est-à-dire les capacités pour réussir dans ce monde, c'est-à-dire à réussir en tout cas matériellement, sont des vices en fait. Et surtout aujourd'hui, et surtout depuis la révolution libérale qui est basée sur la fable de Mandeville, c'est la fable des abeilles, je ne sais pas si vous connaissez, qui en fait est pour moi une révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'en gros, depuis cette fable-là, la société est basée sur les vices et plus sur les vertus. En fait. C'est-à-dire qu'on a considéré que le libéralisme avait besoin, je crois que dans la fable des abeilles, il dit en gros, s'il n'y avait pas de conflit entre les hommes, il n'y aurait pas d'avocats. Voilà. Si tu ne salissais pas la rue, il n'y aurait pas de gens. Donc en gros, le marché, donc le capital, se nourrit des vices des hommes et pas de ses vertus. Alors qu'avant, on considérait qu'on mettait les vertus en avant, enfin bref. Et aujourd'hui, les vices vont devenir régulateurs. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est-à-dire que on sait très bien que les vices, comment dirais-je, sont dans tous les hommes. Aujourd'hui, tu te balades, tu vois une pub avec un hamburger géant, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ça pour être dans la gourmandise. Tu vois, des sites qui ont fait un petit scandale qui était promoteur de l'adultère. C'est-à-dire qu'il y avait carrément encore la pomme, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, la pub de 3 mètres sur 4 pour un site qui te dit tu peux tromper ta femme tranquillou, tu vois. Je veux dire, putain, les jeux d'argent, je sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui à quel point, je veux dire... Oui, c'est vrai. On le voit à la télé, etc. Il n'y a que des pubs sur les jeux d'argent, l'adultère, la gourmandise, enfin tous les péchés capitaux. Et donc on vit, au sens théologique du terme, on vit dans une société diabolique. Après, moi, il me semble que même pour les catholiques, le roi de ce monde, c'est pas Dieu, c'est Satan. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, on va essayer de conclure alors avec quelques questions. J'avoue que je m'attendais à un peu plus d'espérance, enfin en lisant ce livre. Moi, alors, l'espérance, il est dans la transmission. C'est-à-dire que ce livre, il est l'espérance en lui-même. C'est-à-dire que parce que je l'ai écrit, et parce que, comme j'ai dit, les gens qui l'ont soi-disant découvert le passent, on parlait des passeurs, et ce livre est exactement ce que j'incarne. Je suis un passeur. Elle a écrit, c'est pas forcément folichon, mais du fait qu'il a été écrit et que je le passe aux autres, c'est une espérance. Ce livre n'est qu'amour et espérance, même si à chaque fois, des fois on me dit ouais mais il est pas très gai. À un moment donné, c'est dans le comment dirais-je, c'est dans le sujet lui-même. Je me suis donné comme fil directeur de parler de la France. Je peux pas être guilleret. Mais de fait, parce que j'en parle, et de fait qu'il a été écrit, et que quand même, ce livre, pour moi, normalement,
il l'est un petit peu parce qu'il s'est vendu entre 1000 et 2000 exemplaires, enfin, ce qui est déjà énorme si tu veux, mais moi je pense qu'il n'a pas fini de vivre. Moi normalement, ce livre, il a vocation à être culte en fait un jour, tu vois. Parce que j'ai tout mis dedans pour, tu vois, justement passer, pour incarner. Donc l'espérance, il est dans le livre lui-même, dans la beauté que j'ai vue. Parce que dans tous les extraits que tu as lus, t'as vu quelque chose qui te mène au suicide? Moi, j'ai vu que des belles phrases, Ah bah oui, mais c'est des pour ça. jolis mots, Mais c'est pour ça que quand je t'entends, de l'amour filial, de l'amour maternel, cette tante qui en fait, quand je te dis oui, c'est un roman d'amour, c'est un roman d'amour croisé, il n'y a que de l'amour dedans. Il n'y a que de la beauté, j'ai cité des grands auteurs, etc. Pour moi, c'est un livre, peut-être que tu pleures parce que j'ai voulu faire pleurer les gens sur leur propre sort, mais sincèrement, enfin, c'est pas quelque chose de malsain. Pour moi, c'est l'anti-Overton, tu vois, justement, quoi, tu vois. Il y a des gens qui vendent 30 000 livres parce qu'on leur explique que tout va cramer. Alors ça plaît aux gens, ils se branlent dessus. Puis il y a des gens comme moi qui en vendent peut-être un peu moins, mais qui veulent distiller de la beauté, tu vois. Même sur un fond qui est de toute évidence pas folichon. Mais ça, c'est pas moi, j'y peux rien, c'est la France. Donc le salut de la France vient par un retour aux racines, par le retour au beau. Parce que du coup, moi ce qui me questionne vraiment, c'est aussi dans ton rapport à la foi, tu dis que tu es un chrétien culturel. Est-ce que tu penses que vraiment une France qui renaît avec que des chrétiens culturels, qui en fait n'ont pas vraiment une foi vive, est-ce que juste avec des chrétiens, on va dire, identitaires, d'une certaine manière, est-ce que ça va suffire, quoi? Je sais pas, mais justement, moi j'ai pas la solution et je pense que personne là. En fait, la solution, quoi, sur le papier, pour moi, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de Dieu, de catholique, pour dire on ferme les frontières, on fait tu vois, de la réémigration rationnelle et fuge ou centripète, je sais plus. C'est-à-dire qu'en gros, non, mais tu commences tout doucement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut y arrêter. C'est-à-dire que demain, si tu reprends ta souveraineté, déjà tu vires tous ceux qui sont pas français en France et ça fait du monde. Après, tu prends depuis 30 ans tous ceux qui ont été naturalisés. Tu dis, toi, tu as été condamné, quand tu dégages. Toi, t'as pas de travail, tu dégages. Une fois que tu fais ça en France, tu vis déjà mieux. Faut arrêter aussi, quoi. Bon, d'accord, ça suffit pas. Non, mais ça suffit pas, mais c'est déjà vachement bien. Il y a des gens qui vont respirer, tu vois. Donc après, est-ce qu'il y a besoin de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Parce qu'en fait, il y a une aspiration des gens, et puis il y a un système qui est complètement verrouillé, d'ailleurs, qui est un système électoral qui est le plus travaillé et verrouillé au monde. C'est-à-dire qu'en France, à chaque fois, par exemple, récemment, sur les élections régionales, je crois, ils ont encore changé le code électoral parce qu'ils se sont dit, putain, tiens, le Front National, il est un peu haut là, donc on va changer, tu vois. C'est-à-dire, il y a une ingénierie au niveau du code électoral qui est totalitaire. C'est-à-dire qu'en France, on est complètement verrouillé. Je veux dire, il n'y a pas besoin, on allume Horace, on sait très bien que le vote, d'accord, je ne suis pas d'accord. Aux États-Unis, ils ont voté pour Trump. Le mec, il arrivait aux primaires républicains, il était crédité à 0,1%. Le mec, aujourd'hui, jamais il n'aurait pu passer. En France, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'au-delà, dans sa théorie, Maurras, de cette façon, il a raison, mais pas complètement. Par exemple, un mec comme Salvini, en France, c'est pas possible. Et ben Salvini, je te le signe là, je sais pas dans combien de mois, non, ça sera le Dulce en fait, parce qu'il l'est déjà. Il suffit juste qu'il renverse un peu la sauce. Sauf qu'en France, il faut savoir qu'en France, pourquoi c'est le nœud, pourquoi les gilets jaunes, pourquoi tout ça, c'est qu'on est le pays au monde, à quelques, tu vois, vieilles dictatures près, on est le pays au monde le plus verrouillé, quoi. C'est-à-dire qu'un Poutine, c'est pas possible, un Trump, c'est pas possible, le Brexit, c'est même pas imaginable, parce que même au Danemark, tu vois, par exemple, la gauche qui devient anti-immigrationniste, enfin, tout ça, en France, c'est pas possible. Tu vois, enfin, au niveau institutionnel, on est... donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas à grand clair, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais qu'il y a des Français de souche qui, globalement, sont pour même pas contre l'immigration, sont pour la réimmigration, sont finalement, pourquoi pas pour la peine de mort. Tu vois, quand tu parles aux Français de souche par des petites questions comme ça, en fait, ils sont pour un homme providentiel, un régime autoritaire et finalement un truc dit d'extrême droite. Le problème, c'est quand on lui propose un Jean-Marie Le Pen ou une Marine Le Pen, ils vont tous voter plus ou moins pour l'autre. Après, Le Pen a ses responsabilités, que j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quand même un peuple qui pense bien. Nonobstant, 40 ans, on lui a expliqué que ça, c'était Hitler, en fait. Donc, c'est-à-dire que quelque part, c'est dramatique, mais quelque part, il y a un miracle français. Parce que, en fait, ça fait 300 ans qu'on essaye de leur
de leur couper les pattes. Et encore aujourd'hui, il y a quand même 30% de la population qui s'apprête à voter Front National, ce qui est déjà énorme. Parce que dans leur tête, on leur a dit chambre à gaz, machin, etc. Donc le salut de la France, je ne sais pas par quoi il va passer. Vous qui êtes, si vous êtes catholique, vous avez lu forcément des, comment on appelle ça, pas des prévisions, mais des visions de certaines saintes. C'est pas folichon. Moi, ma femme, je ne me rappelle plus parce qu'elle me l'a dit, je les ai lus, etc. Mais c'est qu'on va passer par les 7 plaies de l'Égypte, en fait, avant de se réveiller. Sauf qu'à la fin, il y a quand même, il y a quand même à la fin de l'Apocalypse, ça finit plutôt bien. Oui, mais il y aura toujours. Moi, franchement, là, l'espérance que j'ai, c'est que c'est là, en fait, c'est là où effectivement, je comprends. Je suis devenu, au départ, j'étais un peu patriotard. Aujourd'hui, je suis. Mais c'était des lectures, en plus, je sais plus comment il s'appelle, c'était un Allemand. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'État français, au sens de patrie, au sens d'État légal, est complètement obsolète, parce que c'est lui, ce qu'on appelle l'État jacobin, en fait, c'est pas nouveau, hein, mais aujourd'hui, plus que n'importe quand, c'est lui qui est une plaie pour les Français, mais même pour l'Europe. Donc moi, l'espoir que j'ai, c'est qu'il faut arrêter avec le fétichisme de l'État. C'est-à-dire que les romans nationaux, c'est bien, mais en fait, c'est ça qui nous pourrit. C'est-à-dire qu'on finit soit chez Asselineau, soit chez Philippot. La France, on s'en branle. À un moment donné, il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que le concept de valise, et on dit « et français, Rousseau et tout », ce qui n'est même pas vrai. Par exemple, Rousseau n'est pas français. Mais cette histoire un peu fétiche, il faut qu'on la balance. Les dom-toms, par exemple, s'ils nous sont utiles, c'est bien. S'il faut les dégager, il faut qu'on les dégage. Il faut arrêter avec ce fétichisme. La France, même en termes de territoire. Si à un moment donné, il faut, tu vois, je sais pas quoi, moi, le Marseille, c'est plus la France, bah, on dégage. Et puis peut-être qu'on reconquérera après. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'espoir vient que tant qu'il y aura même 1000 Français, il y aura toujours un espoir. Bah, écoutez, je crois qu'on... Mais on passera sûrement par des périodes où, d'ailleurs, la France n'est déjà plus la France. C'est-à-dire que quand tu regardes, on est à Lyon, par exemple. Je vais donner un exemple tout bête parce que les Français ne comprennent pas à quel point ils sont en fait envahis. Mais envahis au sens, il y a effectivement les immigrés, il y a les kebabs, mais il y a par exemple toute la rue de la République, qui est un peu les Champs-Élysées lyonnais, ont été rachetés par des fonds qataris, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Les loyers ont été multipliés par 3, en fait. Voilà. C'est-à-dire que les Lyonnais sont des putes des Qataris. C'est-à-dire que pour être... Donc tu te retrouves qu'avec des grandes anciennes de merde, mais qu'en plus, quand toi tu veux t'installer rue de l'Arrêt, au lieu de payer 600 balles, tu vas le payer le triple, et tu payes les Qataris. Et ça c'est concret. Et ça c'est... Tu vois, par exemple, dans ce qu'on dit, nos milieux, on n'en parle pas assez, parce que oui, le kebab, quoi, c'est la plaie. Tout ça, faudra dégager. Mais les fonds d'investissement étrangers, chinois, qataris, machin, etc., est une réalité aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes la carte de Lyon, à qui appartient l'immobilier de Lyon, ça craint. Les Français sont plus chez eux, quoi. Et donc, il faudra peut-être, en France, peut-être qu'il faudra repenser ce qu'on appelle la France, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'aura plus les mêmes frontières. Si tu suis justement les prophéties, apparemment, ça sera la Bretagne qui sera... Ça me surprend parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même très africano-compatibles, malheureusement. Enfin bref. Mais apparemment, sur les prophéties, la Bretagne... et c'est un peu l'idée des raspailles, des machins. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers un nouveau... une sorte de néo-féodalisme. C'est-à-dire qu'il y aura des cités, il y aura des points comme ça de résistance et après peut-être une reconquête. Mais la France en tant que telle, comme ça, est-ce qu'elle va... je pense qu'il faut penser aujourd'hui anticonformiste et arrêter le fétichisme. C'est-à-dire que peut-être que voilà, il y a des bouts de France qui vont disparaître, mais de toute façon c'est déjà le cas, quoi. Je veux dire, la Seine-Saint-Denis, c'est le Kosovo. Enfin, faut ouvrir les yeux. Marseille, il suffit juste que demain le président turc dise c'est la Turquie, et c'est la Turquie, quoi. Et au pire, ce qu'il a fait pour l'Allemagne. Oui. Et au pire, si ça se fait pas, les Américains, ils vont venir bombarder pour nous expliquer qu'en fait les Turcs ont raison. Enfin, tu vois, il faut y arrêter. Je veux dire, aujourd'hui, il y a eu cette fiction la française. T'as vu ce qui se passe encore récemment là? C'est très révélateur. Ils proposent une prime de 10 000 euros
pour les magistrats qui veulent aller en Seine-Saint-Denis. Non mais de quoi on parle? On a l'impression qu'on parle du Vietnam de l'époque, quoi. Mais dans l'éducation nationale, le mec qui veut pas aller aux colonies parce qu'il habite le 16e, il est prof, on lui dit mais il faut aller coloniser l'Afrique. Et ben on lui dit non mais je vais te filer 20 000 euros pour y aller. Ben là on parle de Seine-Saint-Denis, donc on parle de la France. Donc c'est déjà acté, c'est déjà le cas, il y a déjà des territoires qui ne sont plus français. Et ça on le sait, c'est juste qu'on veut faire semblant. Et perpétuer le mythe. Voilà. Eh ben écoute, merci. Beaucoup, merci à vous. Alors bon, en guise de conclusion, je vais garder un mot que tu as dit. Tant qu'il y aura 1000 Français, il y aura de l'espoir. Ouais, il en faut 1000 et peut-être même 100. Tu sais, Adam et Ève, ils sont 2, ils ont fait l'humanité. Très sincèrement, une fois de plus, il faudra peut-être dépasser, même si ça nous fait du mal à notre orgueil national, le concept de français, parce qu'au final, il n'y a jamais eu autant de blancs qu'aujourd'hui, européens. Mais bon, c'est vrai qu'un Américain n'est pas un Français n'est pas un Allemand, mais je crois qu'aujourd'hui on en est là, quoi. C'est-à-dire que tant qu'il y aura 1000 Français, tout est... Enfin, en fait, c'est pas perdu, en fait. C'est-à-dire que les Blancs sont là, les Français sont là, c'est juste que là, il y a une grande réorganisation qui va se faire et qui va nous faire mal à nous, surtout Français, qui sommes la plus grande et la plus ancienne nation du monde, la plus brillante, on n'a pas fini, si tu veux, de lire les archives des intellectuels, des artistes français. Donc nous, ça nous fait du mal de se dire peut-être qu'on va être rayé de la carte, un temps, en tout cas, en tant que Français de France. Mais ça n'empêche pas qu'on sera toujours des Européens, des catholiques, des tout ce que tu veux. On ne va pas être rayé de la carte. Des Bourguignons, des Lorrains. Mais peut-être que la France, en tant qu'entité, concept, moteur de l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait... moi, je pense que depuis Waterloo, c'est terminé. Les Français ne pèsent plus sur l'histoire du monde depuis Waterloo, plus ou moins. Et pour être plus sincère, depuis 1918. Jusqu'en 14-18, les Français, c'était encore la première armée du monde, c'était le cinéma, c'est eux qui ont tout inventé. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, ça a été notre génocide à nous, quoi. Ça a été notre grande guerre, notre grande saignée. En termes de position dans l'échiquier du monde, depuis 18, la France n'est plus la France, réellement, même si ça commence peut-être avant. Mais regardez, je veux dire, la guerre 39-45, la France, elle n'existe pas, en fait, quoi. En termes de nombre de morts. Non, mais même en termes de nombre de morts. Non, mais tu regardes, je suis désolé, c'est des morts français, mais on a 300 000 morts, quoi. Civils ou 300 000, 500 000. Tu regardes les Allemands, tu regardes les Russes, on parle de 10 millions, 15 millions, tu vois. C'est pas notre guerre, en fait. Nous, on était spectateurs, en fait. Et après, en fait, moi, on a tué la France dans son sang et dans sa race, quasiment, en 14-18. On a tué son esprit en 39-45. Et alors après... voilà, on est sur les... Mais c'est comme ça. Mais après, il faut toujours voir le temps long. Le temps long fait que l'espoir est toujours possible. Tu le citais tout à l'heure, et j'aime beaucoup cette phrase, la vie commence toujours demain. Et effectivement, tant qu'il y aura 1000 Français, l'espoir est permis. Et moi, pour l'instant, je suis Français. Et donc, je porte une petite lueur d'espoir. Voilà, c'est tout. Eh bien, parfait. Je crois que tu as dit les mots de conclusion. En tout cas, nous, c'est vrai qu'à Radio Lorraine Enragée, on a à cœur de décrire le monde tel qu'il est, de ne pas le voir avec des yeux de bisounours, on sait qu'il est sombre, etc. Mais on veut toujours au moins transmettre cette petite flamme de l'espérance et on espère que vous la saisirez, quelle que soit la forme qu'elle prend, Dieu, l'amour ou la beauté. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Continuez d'écouter Lorraine Enragée. Petit clin d'œil aux insomniaques qui vont l'écouter à 3h du matin. Je l'ai été et je le suis encore. Donc je sais que ce genre d'émission peut nous sauver d'une nuit d'angoisse et que... il en manque aujourd'hui parce que c'est pas sur les radios traditionnelles, mais tomber sur un entretien comme ça quand on est insomniaque ou pas d'ailleurs, mais ça peut nous faire passer une nuit plus agréable. Permettre de retrouver le sommeil. Voilà, retrouver le sommeil ou en tout cas ne pas souffrir trop de l'insomnie. Et très bien. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Et voilà. Et comme disait le menhir, n'oubliez jamais, la vie commence toujours demain. Je sais me battre. Bien sûr. Je t'ai déjà vu te battre. Mais c'est l'esprit, la vraie mesure de l'homme.
Merci.